100% PSG, le MAG. Pia Clément. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 37 de 100% PSG, le MAG, le troisième épisode aussi à être diffusé sur YouTube, la nouvelle chaîne YouTube que Ici Paris Île-de-France a créée juste pour ses contenus PSG, @ici Paris Île-de-France en toutes lettres. Et là, vous allez tomber sur tous les épisodes de 100% PSG, la tribune, et de 100% PSG, le MAG. Aujourd'hui, on est réunis pour parler du match de mercredi contre l'Atalanta Bergame. Et moi, quand on me parle Italie, je dégaine toujours les mêmes gars parce qu'ils sont trop forts. On commence maintenant. 100% PSG, la causerie. Parce qu'en fait, j'ai des petits carnets où j'ai marqué spécialiste foot italien, spécialiste foot anglais, spécialiste foot allemand. À chaque fois, j'essaye de faire en sorte que ce soit aussi des supporters du Paris Saint-Germain. Ça tombe bien, c'est le cas. Théo, salut. Salut Pia. Théo Contou. Contou, exactement. Ouais, voilà. Non, c'était bien dit. J'ai pas bien mis l'accent. Non, c'était bien dit. Je l'ai fait pour le rappeler, mais c'était très bien dit. Je l'ai dit à la française, Contou. Donc toi Théo, t'es italien d'origine. Sarde, plus précisément. Ouais, c'est comme les Corses. Mais voilà, c'est quand même italien. Particulier. Je me sens italien, mais la Sardaigne avant tout quand même. Ouais. Le relou. Mais parisien. Mais aussi parisien. Et aussi un peu français, forcément. Bon, toi, t'as un club de cœur en Italie. L'AC Milan. Exactement, l'AC Milan. Et ça va être intéressant aujourd'hui parce que le club dont on va parler, l'Atalanta Bergame, c'est un peu le petit pousset qui habite à 50 bornes de Milan. Qui bouscule en plus les grands clubs milanais et les grands clubs italiens en général. Donc ça va être intéressant de voir aussi comment même du côté des Milanisti, on vit cette ascension de l'Atalanta Bergame, qui est une équipe qui commence à compter en Europe. Et alors en face de toi, il n'est pas Milanisti, il est Interista. C'est Andrea Chasi. Salut Andrea. Salut Pia, salut tout le monde. Andrea, tous les auditeurs se connaissent hyper bien parce que tu viens très souvent dans mes émissions. Toujours un plaisir d'ailleurs. Mais oui, parce que par chance, on rencontre quand même de plus en plus d'équipes italiennes, je trouve. C'est vrai, non ? Bah, c'est vrai que depuis quelques années, j'ai l'impression que aussi c'est parce que Paris va tous les ans en Ligue des Champions, ce qui n'était pas trop le cas avant. Ça aide. C'est sûr que ça aide. Ça aide. Donc toi, tu serais plutôt de famille Interista, donc le côté... Moi, ma famille qui vit près de Milan est plutôt Interista, donc par... filiation, on va dire que je suis plus Interista que Milaniste. Voilà. Mais à chaque fois que je te pose ce genre de questions, tu finis quand même toujours par placer... Enfin, mon club, c'est quand même Paris, quoi. Ouais, parce qu'on peut supporter qu'un seul club. Donc voilà, Paris. Ah, les avis sont partagés, mais voilà. On mange pas de ce pain-là ici, mais je comprends l'idée. Parce que Théo, il en supporte deux. Bon. Bref, on va parler Italie aujourd'hui. Et l'idée, en fait, c'est qu'on on aborde ce match de mercredi contre l'Atalanta Bergame en sachant quel club va venir se présenter au Parc des Princes, quelle est la culture de ce club, les valeurs de ce club, et puis ce que ça vaut, évidemment, sur le terrain. Le truc important à savoir aussi, c'est qu'il manque quelqu'un dans ce studio, quelqu'un d'important, qui arrivera quand vous serez partis. Donc, ce podcast sera en 2 parties. Et cette personne, c'est un des 2 seuls joueurs qui a joué au PSG et à l'Atalanta Bergame. Il s'appelle Boukari Dramé. Il a joué au PSG entre 2005 et 2007. Il a joué à l'Atalanta Bergame dans une période carrément charnière du club, mais 4 saisons, donc c'est un club qu'il connaît très bien. Il arrive dans le studio dans 2 heures, mais malheureusement, vous ne serez plus là, désolé. Voilà, pour les autres, il faut rester pour écouter la deuxième partie. Alors les garçons, déjà, je vais vous demander de base, puisque vous êtes tous les deux spécialistes de la Serie A et du foot italien, vous avez quelle image de l'Atalanta Bergame ? Comme ça, là, si je vous pose la question de but en blanc. C'est un football très léché, très spectaculaire, qui va peut-être disparaître cette saison, d'où l'importance et le tournant de ce match-là. Ça a été 9 saisons de football spectacle, et la vraie question, c'est de savoir est-ce que ce sera cette Atalanta-là à Paris, ou est-ce que ce sera une Atalanta qui commence à se renouveler ? Voilà, on va en parler évidemment pendant cette émission, mais ce qui s'est passé sur les 9 dernières années, c'est qu'il y a eu un coach, Gasperini, emblématique, bâtisseur aussi, et qui vient de partir cet été et qui a été remplacé par quelqu'un qui normalement partage sa philosophie puisqu'il a été son adjoint, son joueur, Ivan Juric. On va en parler évidemment ensemble pour que vous compreniez. Et toi, Andrea, si je te dis comme ça, l'Atalanta Bergame ? De toute façon, je pense qu'on va aussi développer tout au long de ce podcast, mais c'est un club à plusieurs visages, en tout cas en fonction de quand on a regardé la Serie A. C'est-à-dire que si on regarde la Serie A depuis 2016, effectivement, c'est l'une des meilleures équipes d'Italie et l'un des plus beaux jeux d'Europe.
Et avant ça, c'était voilà, un club, on va dire, un peu mid, voire presque Série A, Série B du championnat italien, quoi. Donc c'est vraiment un club qui a connu un essor depuis 10 ans qui est presque surnaturel par rapport à son histoire. D'ailleurs, palmarès de l'Atalanta, c'est hallucinant parce que les titres de champion, c'est que des titres de deuxième division. Le dernier, c'était en 2010-2011, donc évidemment, à chaque fois, c'est quand ils reviennent en première division. Le titre national, le seul titre qu'ils avaient jusqu'à 2024, c'était la Coupe d'Italie en 63. Il n'y a rien eu entre 63 et 2024. Désert, Truc de fou. Et en 2024, ils gagnent la Ligue Europa. Improbable. Avec l'une des plus belles finales, performance tout bonnement historique de Lookman, enfin, le triplé. Et une vraie consécration à l'époque. C'était tellement... il y avait eu un peu ce débat, l'Atalanta avait été découverte en France face à l'OM. Ça avait été assez dur pour les Marseillais de découvrir qui était. Attends, justement, tu sais quoi, j'ai un petit son parce que moi, tu peux être assez sadique parfois. Et j'ai tapé dans nos bases de données, j'ai tapé Atalanta et je suis tombée sur un son que j'ai eu envie de vous passer parce que c'est la veille du match entre l'OM et l'Atalanta, le match aller, donc qui va se jouer au Vélodrome. Okay. Voilà, on est en quart de finale, non, demi-finale de la Ligue Europa. Demi-finale de la Ligue Europa. Écoutez les Marseillais, c'est un son de Ici Provence, nos copains, ils sont forcément ils sont hyper optimistes. La Coupe d'Europe, deux mots qui transcendent Marseille depuis toujours. Alors face à Bergame, ce soir le Vélodrome et son peuple bleu et blanc s'apprêtent à rugir de plaisir. À l'OM ! Noël sera ce soir en tribune Gannet. L'OM, c'est à la vie, à la mort. Il y a des jeunes qui n'ont pas connu 93 et notre première Ligue des Champions, mais ça va revenir très vite. Et peut-être, pourquoi pas, pour cette Coupe de l'UEFA. Bam, 3-0. C'est vraiment pas sympa. Match aller, là, le jour de ces interviews, un partout au Vélodrome, et puis match retour à l'Atalanta, enfin à Bergame. 3-0, ouais. Et ça, c'est pas passé du côté de Marseille. Pour le coup, sur la décennie, on va dire, Gasperiniesque à l'Atalanta, le seul club français qui s'en est bien sorti, c'est Paris, parce que Marseille, ils ont pris une tôle. Je crois que Lyon aussi, il y a quelques années, avait... c'est possible, ouais. Au tout début des années Gasperini, je crois que c'était en Ligue Europa, si je dis pas de bêtises aussi, avait pas passé le cap. Il me semble que c'était en poule, je me rappelle plus exactement. Mais ça a toujours été dur pour les clubs français face à l'Atalanta. Et puis même, c'était Guardiola qui disait, quand il l'avait affronté avec City, qui disait que jouer l'Atalanta de Gasperini, c'était comme aller chez le dentiste. Donc grosso modo que tu ressortais en ayant un peu mal, quoi. Et en bavant. Ouais, exactement. Ouais. Et en n'ayant plus trop envie d'y retourner. Donc voilà, ça a montré bien un peu, en tout cas, à dégager cette équipe pendant 9 ans. Ouais, un jeu aussi hyper collectif et c'est ça qui est très intéressant avec la ville de Bergame dont on va parler ensemble. Alors évidemment, vous l'avez dit et c'est une évidence pour tous les supporters du PSG, il y a eu une rencontre entre le PSG et l'Atalanta, bien entendu. C'était le Final 8 à Lisbonne en Ligue des Champions. On était en quart de finale de la Ligue des Champions. Je voudrais qu'on écoute juste 2 sons pour se remettre dans l'ambiance. D'abord, on va écouter le récit du match. C'est très court par Merlin qui a 10 ans. C'est le soir même du match. Je crois qu'il regardait le match à l'hôtel de ville. Il y a la remontada à la fin et Choupo-Moting il a marqué le deuxième but et Marquinhos il a marqué le premier but. Et c'était incroyable. Voilà, on est tous d'accord. C'est beau, hein, les étoiles. J'adore, c'est trop mignon. On est tous d'accord pour dire que c'était un match complètement incroyable qu'on gagne après la 90e. C'était une souffrance, hein. C'était une souffrance de fou. On est libéré par Choupo-Moting qui était l'objet de moqueries, mais qui devait partir, terrible. Cavani devait le remplacer. Au final, c'est lui qui le joue. Parce que les contrats à l'époque a été vachement bousculés sur cet été-là. La notion de 30 juin n'existait plus parce que c'est à l'été que ça se déroule. On est en plein Covid. Ouais, on est en plein mois d'août là et voilà. Alors j'ai retrouvé, franchement j'ai eu du mal à le retrouver, mais j'ai retrouvé le son du but dans notre studio à ici par Île-de-France. On s'appelait France Bleu Paris à l'époque, sur le but de Choupo-Moting. Le but de Choupo-Moting, le sauveur de la nation, Éric Maxime Choupo-Moting, qui donne l'avantage au Paris Saint-Germain. Vous ne rêvez pas. Voilà, c'est pas Bruno Salomon qui commentait ce match-là, mais derrière on entend Rabé qui grogne, moi qui pousse des aigus, comme je peux le faire seulement en Ligue des Champions. C'était un moment historique que personne n'a oublié, et ça, je pense, Théo, qu'à l'Atalanta Bergame, on l'a pas oublié non plus. C'est vraiment un match où l'Atalanta s'est présenté dans la cour des grands de manière assez inattendue et globalement sur les 90 minutes, il y en a 80 où c'est eux qui méritent d'aller chercher cette quasi-récompense ultime que d'être dans les dernières équipes en Ligue des Champions. Toujours très difficilement explicable, même aujourd'hui, de savoir comment Paris passe. Peut-être une part d'inexpérience, peut-être une part de naïveté.
que l'Atalanta aura très vite effacé d'ailleurs, parce que la saison d'après, ils sont encore un peu naïfs face au Real, dans mes souvenirs, où c'était un peu l'époque Covid. Après, ça a commencé à devenir un ogre et l'OM en a fait les frais quelques années plus tard. On va en parler souvent, j'ai l'impression, de ce match contre l'OM. Franchement, il était... Je sais pas pourquoi on a envie d'en parler. On est vraiment, franchement, on est vache parce que nous, on gagne tous les titres possibles et eux, ils gagnent rien et on continue à les tailler. C'est pas sympa. On tire sur l'ambulance un peu. Ouais, mais ça fait du bien. Voilà. Bon, bref. Pardon, les Marseillais, quand même, on exagère, on est insupportable. En tout cas, une fois que ça s'est posé, voilà, il y a eu ce match incroyable en 2020 entre le PSG et l'Atalanta. Maintenant, j'aimerais que vous nous expliquiez, vous, les Italiens d'origine, ce que ça représente Bergame comme ville. D'abord, Bergame, c'est une ville où il n'y a pas beaucoup d'habitants. C'est une petite ville. Ouais. J'ai lu que c'était la 32e en Italie. Oui, il y a Andrea. 120 000, si je dis pas de bêtises, autour de 120 000 habitants. Pour les Français, déjà, Bergame, c'est Ryanair, c'est-à-dire c'est le vol à 30 € quand on veut aller à Milan. Qui est à 30 km de Milan. Exactement, donc, où il y a l'aéroport de Bergame qui, du coup, exactement, est pas très loin de Milan. Et puis oui, c'est une ville qui est légèrement, c'est 30 ou 50 km en tout cas. C'est l'un des 3 aéroports de Milan, c'est Milano-Bergamo, c'est pas le... Ouais. C'est comme Beauvais un peu pour parler. Ouais, exactement, c'est l'alter ego. Le jour où Beauvais gagne l'Europa League, je pense qu'on pourra faire... Je me suis fait la réflexion l'autre jour, je me suis dit, bon, autour de Paris, il y a quand même pas foule. Hein, ouais, non. pour faire ce genre de truc, mais bon. Ouais. Et Bergame, oui, c'est un peu, c'est l'une des, derrière Milan, l'une des, même si c'est pas si peuplé que ça, une des grandes villes, on va dire, de Lombardie au niveau du nord. Et voilà, c'est une ville où les gens sont très différents de Milan. Pour le coup, c'est plutôt des gens travailleurs, taiseux, qui ont une mentalité un petit peu finalement à vivre dans l'ombre de cette ville qui est assez fastueuse, la ville de la mode, la ville de même au niveau du football, la ville de l'Inter et de l'AC Milan. Donc voilà, quand t'es l'Atalanta, t'es un peu coincé, pas très très loin. Il y a aussi la Juve qui est pas non plus très très éloigné. Donc en fait, t'es condamné en fait quand t'es tifoso bergamasco d'une certaine manière à vivre un peu dans l'ombre de ces cadors mais du coup si tu es tifoso de Bergame, ça veut dire que il y a un certain attachement du fait de cette proximité avec ces autres géants du foot européen en fait. Et alors j'ai lu que les bergamasques, puisque c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Bergame, les bergamasques ils pouvaient en tout cas avant la fameuse période Gasperini avoir une tendance à avoir 2 clubs de cœur. Bergame parce que c'était leur club local, et puis forcément un des 2 grands clubs milanais qui sont juste à côté et qui gagnait des titres tout simplement. Faut imaginer que c'est une région où cette année il y a 4 clubs en Serie A et Serie B, la Cremonese, Monza, Milan et Bergame. Faut rajouter à ça le fait que Milan... l'Inter, non, quand même oui, Milan et l'Inter dans la ville de Milan. Mais le mec, il a... Non, mais attends. C'est pas... J'allais dire la suite. Non, c'est moche. Je te jure. Professionnel. J'allais dire la suite derrière. Parce que l'AC Milan est quand même le club le plus populaire dans Milan, mais l'Inter et la Juve le sont plus dans toute l'Italie. Donc il y a plus de chances de croiser des maillots de l'Inter et de la Juve dans le reste de l'Italie plutôt que dans Milan, où là ce sera plus des maillots rossoneri. Donc je pense que Bergame se retrouve dans cette configuration-là. On est beaucoup plus fiers d'être bergamas depuis 10-15 ans, comme le disait très justement Andrea, plutôt qu'à une époque où, si le stade de Monza n'était pas très loin, si on voulait voir la Cremonese remonter doucement dans l'élite, ou si on avait envie de voir des équipes jouer la Ligue des Champions, on pouvait se détacher un peu de l'Atalanta à ce moment-là finalement. Seule petite différence peut-être, c'est que c'est vrai que c'est une région où il y a beaucoup de clubs de foot. Il y a Côme, il y a aussi Brescia qui est pas très loin, Cremonese, Bologne c'est pas si loin, mais en tout cas en restant dans la Lombardie, vraiment peut-être la différence c'est que l'Atalanta, il y a toujours eu pour le coup une tifoseria, donc un groupe de supporters très important. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un attachement peut-être plus important par exemple qu'à Monza, où à Monza il y avait vraiment ce truc de supporter Milan et Monza. Les clubs satellites, Et alors que... Parce que là, même en 3e division, il y a une saison où Bergame joue en 3e division, il y avait 20 000 personnes dans le stade. C'est ça. Donc là, c'est comme un club anglais, c'est vraiment une région de foot, quoi. Ça reste un peu une ville à part, même en Lombardie, parce que c'est vrai qu'à Côme, il y a aussi, pareil, des supporters historiques. On le voit cette année en Serie A, où il y a un peu de monde. Brescia, c'est pareil. Roberto De Zerbi, il était dans les tribunes à Brescia à ce moment-là. Il y a toujours eu, de toute façon, des rivalités entre Monza, l'Atalanta... Côme, il y a toujours eu des petites rivalités aussi avec les 2 de Milan, mais entre eux aussi. Mais l'Atalanta, il y a quand même un attachement aussi c'est une ville particulière, différente des autres qu'on vient de citer. Je lisais un auteur italien qui a écrit un livre justement sur l'Atalanta Bergame, qui est interviewé dans SoFoot d'ailleurs dans un article qui est super intéressant, qui disait que les bergamasques n'avaient pas une très bonne réputation
au niveau du caractère, que c'était des gens pas forcément très faciles d'accès, et un peu avec un sale caractère, très travailleur, très sérieux, qui gestionnaire dans le bon sens du terme, et que finalement l'Atalanta avait le même ADN à la base. C'est foncièrement comme ça qu'on pourrait définir Gasperini. Hein. Le fameux coach. Je sais pas si on en parlera sur cette émission-là, mais c'est un entraîneur qui a fasciné l'Italie et qui a vraiment façonné Bergame d'une manière remarquable. Quand ça marchait bien, c'était exceptionnel. Quand ça marchait moins bien, tous les joueurs qui sont sortis de ce système en parlaient comme quelqu'un qu'il fallait absolument dénoncer plus tard. Et il y avait Timothée Castagne, quand il était parti en Angleterre, qui l'avait dit. Papou Gomez, quand il était retourné en Espagne et en Argentine. 2-3 des grands cadres de Gasperini ont aussi dénoncé ce truc quand tu sors de Gasperini, t'es rincé, quoi. C'est très compliqué d'en sortir. C'est un peu Whiplash, quoi, le film avec ce batteur de jazz là, qui devient fou à cause de son coach, qui le fait travailler, recommence, où l'entraînement est plus difficile que la prestation. Là, c'était pareil avec Gasperini. Mais ça, quand vous dites ça, ça peut évoquer des personnalités, par exemple comme Marcelo Bielsa, mais la différence, c'est que Gasperini, il est resté 9 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'il en a essoré beaucoup des joueurs en 9 ans. Beaucoup, et le peu qui en sortent, moi j'ai des souvenirs, quand Atebauer ou Attebourg, je sais jamais comment les gens le prononcent, arrive à Rennes, les gens le découvrent, puis piston, etc. Il arrive complètement lessivé à Rennes, et il s'en sort pas du tout dans cette terre bretonne-là. Il sort très très vite du 11, alors que c'était une très très belle pointure à l'Atalanta. Finalement, ceux qui arrivent à partir de l'Atalanta et de réussir ensuite, c'est ceux qui reviennent en Italie derrière. Gossen, c'était un des super éléments de l'Atalanta, et c'est devenu un bon élément de l'Inter, et maintenant c'est un très bon élément de la Fiorentina. Mais souvent, la sortie d'Italie, la sortie de ces terres-là, c'est très compliqué pour l'après-carrière de ces joueurs. Je pense que la vraie force de Gasperini, ça a été de s'adapter à son territoire. C'est-à-dire que il est bergamasque, lui, non ? Non, il n'est pas bergamasque. Mais il s'est adapté à justement à ce territoire très travailleur, très taiseux. Et d'ailleurs, ils ont ajouté sur le maillot depuis quelques années la phrase la maglia sudata sempre, donc ça veut dire il faut que le maillot soit trempé à la fin du match quoi qu'il arrive. C'est écrit à l'intérieur du maillot. Il me semble que c'est au niveau du col derrière. Ouais. Et ça justement c'est un truc qui est très important, et c'est un personnage majeur qui a aussi réintégré un peu ces valeurs-là au sein du club. C'est le président Percassi, du coup. Je sais pas si on en parlera plus tard, mais si, c'est le président c'est pas le propriétaire, mais c'est le président, et lui pour le coup il est vraiment bergamasque. Le propriétaire est américain. Ouais, et justement, lui, il est né dans la province de Bergame. Il avait déjà repris la présidence du club après y avoir joué en 90, pendant 4 ans. Il était revenu en 2010, et quand il revient en 2010, sa carrière entrepreneuriale a aussi décollé entre-temps. Et il a instigé justement, il a voulu remettre un peu l'Atalanta dans cet état d'esprit, cette mode de... maintenant on va se calmer parce que l'Atalanta est un peu plus connue pour ses tribunes que pour son jeu. On va essayer de se stabiliser, on va essayer de recoller un peu aux valeurs du territoire, et c'est lui qui a nommé du coup derrière Gasperini. Il a aussi nommé Sartori, qui est aujourd'hui le directeur à Bologne, et qui est l'un des plus grands directeurs sportifs du football italien actuellement. Ouais. Et c'est avec ces gens-là qu'il a réussi à redonner, en fait, à faire dépasser l'Atalanta, à les faire évoluer de simples clubs entre guillemets italiens un peu moyens à un club qui s'est illustré en Europe jusqu'à gagner la Ligue Europa. Alors pour citer l'auteur dont j'évoquais les propos tout à l'heure, il s'appelle Davide Ferrario, comme ça. Ouais. Moi, j'arrête d'être le propriétaire dans cette pièce. Ferrario, ouais. Voilà. Et donc, il a coécrit un livre qui s'appelle Amare una dea, ça veut dire aimer une déesse, puisque Atalante, c'est une déesse, et c'est comme ça qu'est surnommé le club de l'Atalanta, la déesse. Donc, c'est un bouquin qui était sorti en 2024. Il y a donc eu un article SoFoot très intéressant, une interview des 2 auteurs du bouquin qui est vraiment super. Je vais juste citer cette phrase parce qu'elle est incroyable. Il parle de Gasperini et il l'appelle le Gasp. Personne n'aime le Gasp, à part les bergamasques. Il a un caractère difficile et en ce sens, il nous ressemble beaucoup. Nous ne sommes pas sympathiques. Nous ne sommes pas les Romains qui font rire, ni des Napolitains créatifs et sympathiques. Le Gasp est en parfaite harmonie avec cela. Il est capable de laisser un joueur célèbre sur le banc. Il faut prouver sur le terrain. Nous l'aimons beaucoup. C'est beau, c'est foncièrement lui. C'est une fusion entre la ville et l'homme, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de gens en Italie qui s'interrogent de l'arrivée de Gasperini à la Roma, qui est un personnage qui paraît être aux antipodes de la fureur et de la chaleur du Stadio Olimpico. Enfin, c'est un personnage extrêmement froid. Les vidéos de célébration de Gasperini dans le vestiaire à l'Atalanta, elles se comptent sur la doigt d'une main. Et pourtant, Dieu sait qu'il en a fait des choses. Peine à jouer un peu, quoi. Franchement, il y en a une qui est exceptionnelle, qui doit dater de 2020, je crois, de leur qualif, où il se lance dans une danse avec Papou Gomez et les autres. On sent que c'est pas un mec qui met son meilleur déhanché après la victoire, quoi. C'est vraiment...
c'est le Gasp, quoi. Il En est tout cas, parfaitement résumé ici. En tout cas, ce qui est fou, c'est que l'arrivée de Gasperini et ce projet de l'Atalanta, ça suit un peu aussi l'évolution économique de la ville, qui est passée de ville populaire dans l'ombre de Milan à une ville où il fait bon vivre, qui est bien classée dans les classements italiens sur l'art de vivre italien. Et ce que racontent les auteurs de ce bouquin, c'est que Gasperini, c'est l'homme qui a dit aux Bergamasques, vous êtes capable d'oser plus. Vous êtes capable d'aller plus loin, vous êtes capable d'être meilleur que ce que vous pensez être capable de faire. Il leur a presque fait un déclic mental sur vous n'êtes pas que le petit. Et d'ailleurs, l'Atalanta Bergame est surnommée en Italie la Regina delle Provinciali, ça veut dire la reine des équipes de province. C'est une équipe de province, mais plus forte que les autres. De toute façon, quand ils vont jouer ce fameux 8e de finale de Ligue des Champions à San Siro, du coup, en 2020, pendant les années Covid, c'est une période où du coup l'Inter et Milan sont un peu moins bien. Mais le simple fait de voir l'Atalanta jouer à San Siro devant 80 000 personnes, qui est le stade du Milan et de l'Inter. Exactement, de jouer un match de Ligue des Champions dans ce stade-là, ça avait été presque un peu comme une revanche en fait pour toutes ces années où ce club, ça a toujours été un club de petits, un club de provinciaux, etc. Et là, c'est eux qui s'offraient la Scala d'une certaine manière. Donc c'est vrai qu'il leur a fait passer un cap mental, comme tu disais justement, où en montrant aussi par le terrain, par les résultats, par la manière de jouer aussi qui a été reconnue par la suite, que en fait, ils n'étaient pas condamnés à rester dans l'ombre et qu'eux aussi pouvaient se faire une place dans le paysage du foot italien. Pendant ce temps-là, Théo. La construction du stade a aussi permis à l'Atalanta de franchir cette dimension et le Gewi Stadium, qui ressemble beaucoup plus au stade moderne européen, est toujours peuplé par les mêmes supporters bergamasques. Ça montre aussi ce franchissement par rapport à l'ancien stade qui ressemble à un stade comme celui de Como cette année. Les tribunes très hautes, les sièges très fins et l'impression que sur un ou deux buts ça peut trembler. Le Gewi Stadium a vraiment cette nouvelle apparence-là. Et il a été permis par les résultats sportifs de Gasperini et de l'Atalanta. Oui, les résultats sportifs et financiers. Parce que dans toute cette période de 10 ans qui vient de s'écouler, de 9 ans, il y a eu des résultats financiers toujours à l'équilibre, toujours bénéficiaires chaque année, et notamment grâce au centre de formation bergamasque, qui est très bon. Au centre de formation, et puis aussi à la capacité de Gasperini en fait, à faire progresser des joueurs, parce qu'à chaque fois, et on voit même aujourd'hui, quand on parle d'Ademola Lookman, quand il arrive à l'Atalanta, c'est un joueur qui était un peu en échec en Angleterre, qui n'avait pas un background très, très riche, et c'était sa capacité aussi à faire grandir ces joueurs-là pour ensuite en revendre certains. On parle notamment de Gossens d'une certaine manière, mais il y en a eu plein d'autres. Cet été. Voilà, il y en a plein. Qu'en fait, dès qu'ils sont passés entre les mains de Gasperini, ce sont devenus des super joueurs, et donc le club en a aussi profité pour faire des bénéfices assez importants. C'est marrant parce que à chaque fois qu'on parle d'un aspect de l'Atalanta Bergame, même si les projets sont pas du tout comparables, et notamment les moyens financiers, mais ça me fait quand même penser à ce qui se passe au PSG. C'est-à-dire que l'état d'esprit collectif aujourd'hui, on l'a, la fusion un peu du caractère du coach avec la ville, aujourd'hui, on commence vraiment à l'avoir. Il y a plein de choses qui me font penser à ça. Le fait qu'avant, on brisait des carrières de joueurs. Il y avait des joueurs qui arrivaient, c'était super talentueux au PSG. Ils repartaient, ils étaient dépressifs. Ils repartaient dans des clubs pourris, etc. Aujourd'hui, c'est le contraire. On fait venir des jeunes qu'on fait bonifier, qu'on arrive à revendre plus cher. On a un très bon centre de formation. Il y a quand même quelque chose de l'idée qu'on tente une gestion raisonnée et de ne pas faire n'importe quoi. Même si chez nous, c'est récent. C'est sur le long quelque terme. part. Voilà. Il y a mais bon. Ils ont le même maillot, mais ils n'ont pas la même passion. Quoi. Le PSG peut se permettre de faire ça avec 10 à 15 fois plus de moyens. Mais la comparaison est très juste. Enfin, moi, le souvenir des Titi parisiens d'il y a 4-5 ans, tous les Ensoki, toute cette génération qui a été vendue pour pas grand-chose et qui a eu du mal à se lancer derrière, c'est des générations qui sont mieux protégées depuis quelques années et qui ont plus de chances de s'en sortir au parc. Et aussi, les joueurs sont moins détruits quand ils repartent. Donc, fatalement, c'est l'organigramme et, comme tu l'as très justement souligné, l'ensemble du club qui va mieux. Oui. Mais si Bergame avait les moyens du PSG, je n'ose sincèrement Bergame ne serait plus Bergame, j'aurais te dire. Je n'ose sincèrement pas imaginer le temps qu'ils auraient créé pour rouler sur la Serie A si Gasperini était encore là en plus. Tout est dans le si Gasperini était encore là. Parce que depuis tout à l'heure, on encense le travail de Gasperini. C'est vrai. Sauf que, pas de bol, 2 mois avant de rencontrer le PSG en Ligue des Champions, il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'il est arrivé au bout d'un chemin, enfin au bout de son chemin à l'Atalanta. 9 ans dans un club aujourd'hui, c'est très rare. Et surtout, je pense aussi qu'il s'est confronté à un plafond de verre. Et justement, c'est marrant qu'on vienne de parler d'une comparaison PSG-Atalanta. C'est que
même si l'Atalanta a eu des résultats économiques intéressants, même si l'Atalanta s'est créé une place dans l'écosystème un peu du foot italien aujourd'hui, où voilà, les voir aujourd'hui dans le top 4, top 5, c'est presque devenu naturel, ça reste un club voilà, qui n'est pas au niveau de la Juve, de Milan, Bien de sûr. l'Inter ou C'est même pas de un la grand Roma. club. Exactement. C'est ça. Et il sait pertinemment en fait que ces cycles-là, ils ont une fin, et je pense sincèrement qu'il est parti au bon moment. Tout simplement parce que quand on voit la fin de la saison dernière, comment ça s'est un peu terminé, où voilà, cette équipe a un peu explosé en vol alors qu'elle avait les moyens à un moment donné de jouer même le Scudetto. Il le jouait jusqu'à la fin. Il le jouait jusqu'à la fin, et puis c'est un peu parti en vol. L'affaire avec Lookman, il y a eu beaucoup d'épisodes qui laissaient à penser, même si voilà, l'affaire Lookman, ça n'a pas été la seule fois où Gasperini s'est embrouillé avec un de ses cadres. Ok, non. On l'a dit tout à l'heure. Ok. Mais c'est vrai que ça laissait un peu à penser à voilà, une fin de cycle avec des joueurs qui sont là depuis longtemps, et d'ailleurs qui seront là aussi sur la pelouse du Parc des Princes. On pense au capitaine Martin de Roon. Lui, ça fait voilà, au moins 5-6 ans qu'il est, Il y en a deux autres. qu'il est Ils sont là. trois. Pasalic aussi. Et derrière Et derrière, il doit y avoir Jim City. Exactement. Qui est là, Un à chaque ligne. Ils Ouais. étaient là. Les trois ont joué en 2020 Ah au ouais. Final 8. Ouais. Donc Les c'est anciens. une colonne vertébrale Gasperini qui est encore là, mais quand on regarde aujourd'hui d'ailleurs les 11 de départ, on voit que voilà, il y a un peu encore des restes du Gasperini de l'année dernière, mais que ça commence tout doucement voilà, à avoir des nouvelles têtes qu'on voit. On a vu par exemple Maldini Junior, Le fils de Paolo Maldini. c'est ça, Ouais. qui a C'est joué énorme, les quand 2 même. premières journées parce que aussi Lookman était mis de côté à cause du Il mercato. est attaquant aussi, Ouais, c'est ça, il est milieu offensif, tout à fait. milieu offensif. Donc, en fait, je pense que pour Gasperini, en tout cas, c'était le bon moment de partir. Mais par contre, pour l'Atalanta, maintenant vient la question de l'après, de comment on gère ça. Parce que l'après, on le voit dans tous les clubs, pour le coup, les petits comme les grands, comme à Auxerre, comme à Manchester United, comment on gère quand le père de la nation s'en va. Et ben, c'est ce qu'on va voir cette saison. Mais bon, moi, je suis pas très optimiste, sincèrement. Alors, on a fait un épisode de ce podcast il y a 2 semaines sur ce que valent les adversaires du PSG en Ligue des Champions. On avait Antoine Morin, qui est journaliste, qui suit la Serie A, qui commente la Serie A pour Sky Sport Suisse, qui nous a fait un portrait, mais vraiment cataclysmique du nouveau coach, Ivan Juric, du nouveau coach de l'Atalanta, en nous disant qu'il était très pessimiste et que ces dernières saisons de ce coach en question avaient été très mauvaises. Donc toi, tu n'es pas optimiste. Et toi, Théo? Je le suis pas non plus parce Ok. que l'ami Ivan, il sort d'une saison qui a montré dans aucune école de foot. C'est-à-dire il fait partie des 3 coachs de la Roma la saison dernière. Juste après De Rossi, la Roma a fait confiance à Juric pour moins d'une dizaine de matchs. C'est cataclysmique et derrière Ranieri arrive et fait ce que seul Ranieri est capable de faire. Et derrière Il Juric, remonte. il remonte. Il fait mieux, quoi. il fait- Donc ah oui. c'était possible de faire mieux. Ah oui, la Roma est la meilleure équipe d'Europe sur la deuxième partie de saison. S'ils avaient fait ce qu'ils ont fait en deuxième partie de saison sur la première, ils auraient été à plus de 90 points et ça aurait été le meilleur bilan comptable. C'est ouf. À l'inverse pour Juric, il a donc continué sur sa lancée et il est allé à Southampton, qui l'a emmené en deuxième division anglaise. Donc une double saison pour l'ami Juric qui est très difficile. Et c'est pour ça que ce choix un peu du scepticisme et de rester sur la lignée de Gasperini mais avec un autre nom a vraiment étonné un peu à l'Atalanta qui aurait pu aller chercher d'autres noms, aurait pu prétendre à soit bousculer complètement le cours de son histoire. Au final, a joué quand même une part de sécurité avec un entraîneur qui aime les défenses à 3, ce qui reste un avantage pour l'effectif actuellement de l'Atalanta qui est taillé pour jouer à 3 derrière. Maintenant, voilà, c'est l'ami Juric, c'est 2 matchs nuls face à Pisa et Parma sur les 2 premières journées de Serie A, Qui sont des Avec- équipes de bas de tableau, les qui sont deux. des équipes de bas de tableau, un promu, une équipe qui va jouer le maintien et des signaux assez alarmants dans le contenu, dans le jeu, où on se dit, voilà, globalement, les supporters bergamasques pensent à une saison sans Coupe d'Europe, ou Alors, peut-être juste- 6 ou 7e. Par rapport à Southampton. Donc, il est à Southampton juste avant d'arriver, de revenir à Bergame. Il a joué 14 matchs sur le banc de Southampton, 1 victoire, 1 nul et 12 défaites. C'est horrible. Et d'après Opta, c'est du jamais vu pour un entraîneur ayant dirigé 10 rencontres ou plus dans le championnat d'Angleterre. Alors, à sa décharge, il arrive dans un contexte aussi où l'équipe est Condamnée, a déjà abandonné. Enfin, ce Ouais, que je veux dire par là, bah, c'est que il a pas réussi à redonner de l'allant, et ça, on peut lui imputer, mais derrière, il y a quand même une bonne partie de la saison qui s'est jouée avant. Et bon, on avait déjà vu sur la première Mais partie de regarde, saison. pour la Roma, tu vois, Théo vient de nous Oui, donner oui, l'exemple après- inverse où avec un bon coach, tu arrives à. C'est sûr, après, créer- la Roma, c'est un club très spécial. Pour le coup, c'est un club où il y a 14 radios, 6000 journaux, etc. Juric, ça restait un entraîneur qui entraînait au Torino avant, grosso modo un club dont tout le monde s'en fout, hormis son propriétaire qui est le propriétaire de la Gazzetta dello Sport. Mais sinon, Ah, je savais pas ça. tout le monde s'en moque. Ok. C'est un club qui fait 10e tous les ans, et avec Juric, ça n'a pas changé. C'est un club qui a continué de faire 10e. Donc, c'est vrai que pour l'Atalanta, je trouve que c'est un peu je dis pas le challenge de sa carrière, mais un petit peu parce que s'il se plante là,
Et pourtant, Dieu sait que c'est Et difficile Dieu de sait passer. qu'il va se planter. Non, mais Dieu sait que C'était c'est- à deux doigts de dire ça. un peu. Mais Dieu sait que c'est difficile de passer après Gasperini. Mais Ouais. le fait est que s'il se plante là, avec les 2 échecs successifs de la saison dernière, ça va faire beaucoup Ouais, pour il prétendre aller retournera- voir plus haut. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même dire que Juric, quand il était au Torino, il avait une petite cote. C'est-à-dire que ça restait le Torino, ça restait l'équipe qui arrivait jamais à battre la Juve, mais ça restait quand même une équipe qui jouait un football plutôt correct, un football qui, avec ses armes, était plutôt bon à l'échelle de la Serie A pendant des années où ça a été quand même assez dur. Et qui, en fait, là, si ça avait été dans la foulée de ce mandat-là, ça n'aurait pas été forcément très choquant. C'est là, ça intervient après deux missions totalement ratées. Mais Juric, c'est pas non plus c'est pas non plus une buse, quoi. Donc ça reste aussi un fan absolu de football qui a sorti peut-être l'une des plus belles citations du football italien, puisqu'il a entraîné le Genoa dans toute sa carrière. Et un jour, on lui avait demandé quelle était la place du football dans sa vie. Il a dit: je ne pense que au foot. Et quand ma femme me parle, je pense à Serge Gakpé, qui était son attaquant du Genoa à l'époque, qui est passé par Nantes, qu'on embrasse. Oh, Et c'est l'une des plus belles citations qui nous a été permise dans la presse italienne. Il doit être très sympathique. Mais en c'est couple. un fou furieux de Bon football. anniversaire de mariage, ma chérie. But. Là, c'est L'enfer. c'est assez fou. C'est pour ça que, même si Andrea le dit très justement, s'il se plante à l'Atalanta, il va retourner à l'Hellas Vérone, il va retourner à aller manager des équipes qui vont se battre pour le maintien. Si à l'inverse il réussit, ce serait une belle deuxième partie de vie pour l'ami Ivan, parce que Dieu sait que sa cote est basse actuellement. Et ce qu'il faut dire, c'est que donc il connaît très bien Gasperini, puisque déjà il a joué sous les ordres de Gasperini à Crotone et à Gênes, justement. Il a déjà été son adjoint quand Gasperini était sur le banc de l'Inter et de Palerme. et de Gênes aussi. De Gênes aussi. Ouais. Il a commencé Donc, juste après sa carrière de joueur, il l'a rejoint à Gênes quand. Donc il est disciple. Il connaît les Totalement. principes de Gasperini, c'est il l'a même, vu travailler de l'intérieur. C'est même son disciple le plus proche, en Voilà. vérité. Même s'il y en a beaucoup qui se revendiquent de Gasperini, il y a Motta aussi par exemple, il y en a plein. Juric reste celui qui a été son adjoint, qui a été son joueur adjoint et qui derrière, quand il a reproduit derrière son système de jeu, il y a très très peu de différence entre son jeu et celui de Gasperini. Donc c'est les mêmes systèmes, c'est à peu près, alors à des petits détails près, les mêmes façons d'utiliser les joueurs offensifs, mais il y a très très peu de différence. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui ne s'est d'ailleurs jamais caché d'avoir piqué un peu les préceptes à son père, d'une certaine manière. Est-ce qu'il a quand même des lignes de force qui sont quand même un peu différentes? Est-ce qu'il y a des choses où on se dit, bon, ça, pour le coup, c'est du Juric, c'est pas du Gasperini? C'est un peu dur pour l'instant à dire parce que il n'a jamais eu une équipe du talent de celle qu'avait Gasperini. C'est-à-dire que Gasperini, notamment là où il a vraiment cassé les codes selon moi, c'est l'utilisation des latéraux, où on se retrouvait avec des actions où c'était le premier latéraux qui centrait pour le deuxième et ça faisait but. Et ça, c'était un truc où... Mais dans la surface ou depuis la ligne? Dans la surface. Dans la surface, ouais. Donc, piston d'Atalanta, il y a eu beaucoup d'innovations de Gasperini, le défenseur qui se projette de la ligne A3, que Simone Inzaghi faisait très bien à l'Inter aussi. Il y en a beaucoup, mais ça, notamment ça, le piston gauche qui centre pour le piston droit qui marque, ça a été quand même une marque de fabrique, je trouve, qui a été très Gasperinesque. Et ça, bon, au Torino, il n'avait pas les mêmes joueurs, il n'avait pas le même collectif, donc on l'a pas trop vu. Donc ça, peut-être que ce serait une des différences. Alors ça, là maintenant, on va un peu parler de tactique et de justement ce que c'est que le système de l'Atalanta et ce à quoi on doit s'attendre pour les supporters du Paris Saint-Germain. Donc déjà, est-ce que les pistons actuels de l'Atalanta sont bons? Oui, objectivement, ouais. Il y a ce pari Zalewski qui est passé par la Roma, l'Inter et qui atterrit donc à l'Atalanta cette année. De l'autre côté, c'est Zappacosta dans mes souvenirs, mais oui, c'est Zappacosta, il est encore là. Il y a Bellanova aussi. Et il y a Bellanova qui est plus jeune et qui devrait démarrer à sa place. La vraie force que Juric va continuer de perpétuer avec Gasperini, c'est que les trois devant de l'Atalanta sont des joueurs qui sont intervertibles et qui n'ont pas de poste prédéfini. C'était l'une des grandes forces de Gasperini, avec peut-être le trio le plus prolifique, c'était Zapata, Papu Gomez, Ilicic. Les trois étaient capables d'intervertir. Actuellement, l'Atalanta a un système où Daniele Maldini, Charles de Ketelaere et Scamacca sont capables d'intervertir dans des actions, pas sur tout le match, parce qu'il y a foncièrement 2 milieux offensifs et un 9. En revanche, ça reste des joueurs capables d'intervertir, un peu comme Luis Enrique avec son trio d'attaque devant. L'Atalanta reste une équipe qui démarre en 3-4-1-2 ou en 3-5-2, mais dont les pistons sont primordiaux. Qui démarre en 3-4-1-2, ou 3-5-2. Donc les deux ailiers, les deux pistons sont à gauche et à droite de la ligne de 4, avec donc un milieu offensif derrière les deux attaquants. Ouais, ou 2 milieux offensifs et un attaquant, ça dépend. C'est vraiment un espèce de triangle qu'il faut considérer qui tourne constamment.
et une paire de pistons qui va se flinguer jusqu'à la 60e avant d'être remplacé. Soit l'un des deux, soit les deux. En sachant quand même qu'il y a de grandes chances qu'au Parc des Princes, ce soit plutôt Lookman qui joue à la place de Maldini, parce que Lookman là, a joué avec le Nigeria et là, la fenêtre de mercato est terminée. Et vu les résultats du mois d'août, j'ai de grands doutes sur le fait que Jovic se passe du Ballon d'Or africain, notamment au Parc des Princes. Espérons que lui soit dans cette envie de jouer aussi, parce qu'il était complètement dans cette optique de retourner en Première Ligue. Il avait envie de partir, il s'entraînait plus, il a pas donné de nouvelles même à l'Atalanta. Dans cette perspective-là, jouer au Parc des Princes face au PSG en Ligue des Champions, là où c'est le moment où tu as envie de te montrer. Il y a 2 ans aussi. En plus, c'est pas le seul, il y a plusieurs joueurs de l'Atalanta qui ont été un peu pistés par le PSG comme Scamacca aussi, et il y en avait eu un autre, je sais plus qui, mais voilà. Scalvini pendant un moment en défense, je pense qu'on a dû faire passer comme il fait partie des promesses italiennes derrière. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais Pablo Longoria, l'actuel président de l'OM, a bossé à l'Atalanta. Ouais. Il a fait ses armes là-bas. Totalement. Il était très jeune à l'époque. Quand il scoutait un peu avec Foot Manager et tout ça, qu'il était déjà en avance sur son temps, on va dire. Ouais, et sur son âge, clairement. Donc ça, c'est pour pas la ligne d'attaque, plutôt le triangle d'attaque intervertible. On a parlé des pistons. On a qui au milieu de terrain à l'Atalanta ? Quel genre de milieu de terrain ? Depuis le début de la saison, c'est De Roon, donc le capitaine, et Pasalic, qu'on connaît bien parce qu'il jouait à Monaco avant. Ouais. De Roon, on va dire que ça va être celui des deux qui va équilibrer l'effectif. Il a un profil moins offensif que Pasalic, qu'on retrouve souvent dans la surface, et d'ailleurs qui a régulièrement marqué lors des campagnes européennes. L'Atalanta sur une des 2 journées déjà. Ouais, totalement. Donc voilà, c'est un milieu à 2 et donc qui est renforcé en phase défensive par l'apport de ces fameux pistons aussi. Donc voilà, avec un profil plus défensif, donc De Roon, et un autre qui a tendance, alors on verra si à Paris il le fera, mais en tout cas dans le jeu traditionnel de l'Atalanta il le fait, c'est Pasalic. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Mais tout en sachant que De Roon, excuse-moi Pierre, est capable de jouer aussi défenseur central et fait partie de ces joueurs, notamment sous Gasperini, qui redescendait carrément dans la ligne de 3 quand l'Atalanta était... C'est-à-dire qu'il apportait un 4e joueur qui était capable d'être le 4e central, et c'était aussi l'une des grandes forces de son profil. C'est un joueur qui est parti une toute petite saison en Angleterre pendant son aventure à l'Atalanta, mais qui est très très vite revenu parce qu'il a un profil... vraiment complètement à part. Le joueur est un peu fou. Il a découvert les Pays-Bas grâce à l'Atalanta. C'est un mec qui a l'air très cool et assez unique dans un dispositif, parce que c'est ton 6 et ton 4e central quand t'es en galère aussi. Et alors la défense, ça donne quoi ? Parce que pour l'instant, vous me présentez une équipe qui est quand même très offensive. Oui, et malheureusement, la défense cette saison de l'Atalanta, alors il y a un nom qui est à surveiller parce que ça peut être l'un des très très grands noms de l'Italie, qui s'appelle Scalvini. Le problème de ce défenseur-là, c'est qu'il est très souvent blessé et que là, il repart titulaire. On est début septembre, on n'a aucune certitude s'il va être capable de finir sa saison ou pas. Juste à côté, il y a l'ami Isaac Yen, un Suédois qui était à l'Hellas Vérone il y a quelques années de cela, qui est aussi un défenseur d'apparence solide, qui est un peu plus en difficulté sur le début de saison. Et il y a Jim City, qui est le capitaine emblématique albanais, qui vient compléter cette défense à mi-chemin entre la jeunesse et les promesses, et donc un peu plus d'expérience. Mais globalement, on ne peut pas parler d'une ossature très sereine sur le début de saison. Ouais, il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est vrai vous êtes forts, les gars, quand même. Non, mais c'est vrai. Vous êtes capable de faire ça sur toutes les équipes de Serie A ? Non. Je pense. Vous avez révisé avec là, cette quand même, précision, je ne sais pas si je pourrais parler de la défense de la Cremonaise aussi. Ou du Torino, dont tout le monde se fout. Ou du Torino, ouais. Cette saison, si, ils ont récupéré un bel entraîneur quand même. Ils ont Baroni. Oui, non. Mais ouais, sur l'Atalanta, pour le coup, ça reste quand même une des équipes majeures du championnat depuis 10 ans, donc c'est c'est ça. C'est comme si je sais pas, tu parlais au suiveur de la Ligue 1 de Lille par exemple, sur à peu près sur une équipe qui arrive à bonifier des joueurs, à en faire sortir de son centre et à jouer, soit à gagner la Ligue 1, soit à jouer la Ligue des Champions. C'est le bon exemple, hein, Lille, ils gagnent la Ligue 1 pendant l'année PSG, ils vont aller chercher l'Europe, c'est une bonne comparaison. Ouais. Et club bien géré aussi financièrement. Aussi, aujourd'hui, parce qu'il y a eu des passages plus compliqués. Mais c'est vrai que j'ai revu cet archive-là il n'y a pas longtemps. Ils avaient Lille a failli descendre avec la DNCG à l'époque où c'était Nicolas Pepe, etc. Ah oui, avec Gérard Lopez. Avec Gérard Lopez, ouais. Voilà, Gérard Lopez dans ses œuvres, hein, GG. On n'a pas parlé du gardien. C'est qui le gardien ? Carnesecchi, ouais. Alors c'est un grand espoir. En tout cas, c'est l'un des jeunes gardiens talentueux italiens, c'est même, je pense, le principal, derrière Donnarumma, qui n'est pas si vieux, qui n'a que 26 ans. Ah, me parle pas de Didier. Ouais. Je m'en remets pas. Pis.
Là, c'est le moment où on met le jingle de l'enterrement. C'est ça. Exactement, les clairons. Mais oui, non, c'est un gardien qui est assez prometteur et qui progresse de saison en saison, qui a pris le temps, mais en même temps en Italie on ne donne pas le temps aux jeunes, donc en tout cas il a réussi à trouver. Italiens. Exactement, il a réussi à trouver le temps d'emmaganiser de l'expérience un peu à droite à gauche pour revenir en tant que titulaire depuis le départ de Musso. Qui était l'habituel titulaire avant, et aujourd'hui c'est Carnesecchi vraiment qui est installé dans les buts de l'Atalanta. Alors que pour moi, Musso c'est la directrice dans Parker Lewis, Madame Musso. Effectivement. Mais rien à voir. Ça parlera aux plus anciens des auditeurs. Mais aux gens qui ont notre âge, enfin mon âge. Non, mais c'est vrai, Carnesecchi c'est le troisième gardien quasiment de la hiérarchie de la sélection nationale cette année. Ouais. Il se bat avec Meret, on va dire, pour être à Converciano, pas forcément titulaire, parce que devant lui il y a Di Gregorio et Donnarumma. Et c'est l'une des promesses. C'est un gardien qui est vraiment capable de parades spectaculaires, tout comme il peut avoir des moments de manquement assez impressionnants par un moment. C'est malheureusement un gardien qui ne jouera jamais en sélection. Voilà. Parce que devant lui, il y a Donnarumma qui a 26 ans et donc il va encore jouer 10 ans, comme Buffon avant lui. Donc voilà, quand lui va arriver, il aura 32 ans et voilà, il sera rouillé. Peut-être qu'il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais, mais c'est la longue tradition, comme en France, comme en Italie, où tu as un gardien qui reste pendant 15 ans et tu sais que voilà, t'as plus qu'à regarder les matchs depuis le banc. C'est l'histoire du poste de gardien. Exactement. C'est un poste carrément compliqué. On va conclure, les garçons, en parlant de la tifoseria. Donc des tifosi de l'Atalanta. Moi, j'ai lu juste une phrase sur eux. Je sais qu'ils ont été... Il y a eu des comme dans beaucoup de clubs, des tifosi qui ont été jugés pour des violences. Il y a eu des problèmes assez graves. J'ai lu que la Curva Nord, qui était l'endroit où il y avait vraiment les ultras... dans le stade, avait été à l'origine plutôt une tribune de gauche, avec des drapeaux du Che Guevara. Ce qui était assez rare dans le Nord, d'ailleurs. Des gens qui... C'était l'une des rares dans le Nord. Enfin voilà, et le nord de l'Italie est quand même globalement beaucoup plus à droite que le sud, et que ça avait dévié un petit peu plus Liga Nord, donc vers presque l'extrême droite, mais que les ultras, et notamment les capis, avaient réussi à faire en sorte que ça reste à l'image de la ville et en fait, du coup, aujourd'hui apolitique. Ouais. On peut résumer comme ça. C'est un bon résumé. C'est vrai qu'historiquement, c'est l'une des rares curvas du Nord à gauche. Là où, par exemple, celle de Vérone, depuis les années 80, est très à droite. Voilà, dans le bas-fond d'Italie, heureusement. Et c'est vrai que plus les années ont avancé, plus c'est vrai qu'il y a eu des partisans de la Ligue du Nord aussi qui se sont retrouvés, donc le parti, on va dire, d'extrême droite du Nord, qui a des positions presque autonomistes vis-à-vis du Sud, qui sont intégrés. Des pauvres. Ouais, c'est ça. Les terroni, c'est ce qu'on dit de. Les cutéreux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est littéralement ce qu'on entend dans le nord de l'Italie quand on parle des gens du Sud. Et donc, d'une certaine manière, il y a eu un peu une recomposition en fait de la tribune où il y a eu un peu, on va dire que c'était un peu plus mélangé, mais ça correspond aussi finalement avec l'histoire de la politique dans le nord de l'Italie dans les années 60, 70, 80. Il y a les brigades rouges, il y a les années de plomb, etc. Plus tu avances, plus tu as justement la Ligue du Nord qui prend de la place, avec Berlusconi, avec Fratelli d'Italia, Salvini qui arrive, etc. Donc c'est d'une manière assez logique, ça suit en fait la modification du paysage politique italien. Et donc aujourd'hui, mais c'est vrai que la Curva n'a pas forcément de... Voilà, ils ne se sont jamais fait remarquer pour des tifos d'extrême droite ou autre, quoi. C'est plutôt apolitique et derrière le club plutôt qu'avec des revendications. C'est une Curva qui est moins symbolique que d'autres clubs italiens. En déplacement, on a de grandes chances de retenir la Curva Sud de l'AC Milan, la Curva Nord de l'Inter, ou même tous les supporters de la vieille dame à la Juve. L'Atalanta, de par aussi ses résultats assez exceptionnels récents, et pas encore dans cette capacité d'emmener des tifosi vraiment de manière exceptionnelle, et des groupes qu'on peut reconnaître, comme les supporters de Liverpool quand ils se déplacent, les supporters du Paris Saint-Germain quand ils se déplacent. C'est la raison pour laquelle je pense que le parcage sera vraiment rempli de supporters fidèles, mais qu'on n'arrivera pas à distinguer. Des lambda, quoi. Pas des lambda. Je pense que les gens qui vont venir seront quand même des bergamasques, mais ce sera pas une Non, mais je veux dire, ils ont pas, par exemple, pas tous habillés en noir ou tous habillés en blanc. Ce sera pas le virage de taille, quoi. Par exemple, ça sera beaucoup plus mix. Voilà, on n'arrivera pas à trouver une curva vraiment au même symbole, même chant, même identité. Comme on commence à l'avoir dans les clubs les plus historiques européens, et d'un autre côté c'est logique par rapport à l'histoire d'un club qui était entre la série B et la série C il y a moins de 20 ans finalement. Et alors on va terminer avec 2 dates que j'ai notées dans l'histoire récente du club, une footballistique et une justement en lien avec les tifosi. Le 2 octobre 2016, Gasperini est en danger.
parce que il y a eu 4 défaites sur 7 matchs, les 7 premiers matchs en Serie A. Il se sait en danger, il décide de mettre sur le banc les joueurs les plus expérimentés pour aligner la moitié du centre de formation. Et en gros, le message, c'est si je dois mourir, je mourrai avec mes idées. Et le club gagne 1-0 et termine le championnat 4e. Et c'est là que quelque chose... C'est produit. C'est produit, et avec le public notamment, avec les joueurs aussi, clairement, parce que c'est un message hyper fort. Et puis la deuxième date, c'est un peu moins d'un an après, un peu plus d'un an après, en mars 2017. C'est la fin de la première saison donc, de Gasperini sur le banc de l'Atalanta. L'Atalanta se fait battre par l'Inter 7-1. Au retour, les tifosi se sont rendus par milliers au centre d'entraînement de Zingonia pour soutenir l'équipe qui venait de se prendre une déculottée. C'est quelque chose qui est resté. Il n'y a jamais eu de contestation lors des faux pas par les supporters parce qu'en gros, si j'ai bien compris, les supporters bergamasques qui sont conscients de leur bonheur et ils pètent pas plus haut que leur cul. En fait, cet événement-là, c'était arrivé aussi dans les années 2000 quand ils venaient de descendre, où justement à la fin du match, je crois que c'était Delio Rossi qui était le coach de l'Atalanta. Il venait de descendre et à la fin du match, les supporters avaient applaudi et étaient même allés chercher le coach dans les vestiaires pour le ramener sur le terrain. Parce qu'en fait, ils considéraient qu'ils avaient tout donné et que ça n'avait pas suffi. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Exactement. Mais c'est l'histoire de l'Atalanta parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais pendant plus de 100 ans, c'était un club en vrai jusqu'à très récemment, parce que c'est jusqu'à la victoire en Ligue Europa, un club qui, même quand il gagnait... C'était l'année dernière. En 2024. C'est ça. Même quand il gagnait, en fait, ça a toujours été un club presque de loser parce que il leur arrivait toujours un truc. De maudit même. Ouais, exactement. Ouais. Quand en 63, il gagne la Coupe d'Italie face au Torino, le lendemain, il y a le pape Jean XXIII qui meurt. Du coup, il ne fête pas la Coupe. Et tout le monde oublie, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, pareil, quand il y a le 8e de finale contre Valence en Ligue des Champions, il gagne 4-1. C'est la première fois qu'il joue en 8e de finale de Ligue des Champions. Ça aurait dû être une fête. Et finalement, ça déclenche le Covid. Cluster à Milan. Ouais. C'est donc, ce match qui fait qui est considéré comme étant responsable de la propagation de l'épidémie. Sachant que vous vous souvenez que c'est là que les premiers foyers gravissimes ont été répertoriés en Europe. Et à l'époque, je me souviens, on disait prier pour les Italiens. Enfin, c'était un truc. On avait des images d'Italie qui arrivaient, qui étaient. Donc ça a été. Notamment... Pour Ilicic, ça a été le plus dur. Il a grandi dans la guerre slovène et ça lui a rappelé ça parce que la Lombardie a vécu un moment au début du Covid où on enterrait les gens dans des camions militaires et c'était ça qui transportait dans les rues tellement c'était une catastrophe, quoi. Le Giuseppe Conte à l'époque, il avait confiné l'Italie 2 à 3 semaines avant la France. Et ça s'expliquait par le fait que la Lombardie avait pris 2 autres clusters en plus, puisqu'il y avait la Fashion Week qui se terminait à Milan. Il y avait aussi une procession de religieux qui passait par la Lombardie à ce moment-là. Donc l'ensemble des 3, le 4-1 face à Valence avec Ilicic qui brille face à une défense espagnole, il est malheureusement et logiquement anecdotique, quoi. Ouais, histoire. C'est vraiment un club intéressant, l'Atalanta Bergame. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce club et sur la personnalité de ce club. C'est toujours intéressant de se pencher un peu sur. Je vous le dis tout de suite, je ne ferai pas l'équivalent sur le Barça. Vraiment, c'est au-dessus de mes forces. Donc on en a discuté avec Bruno Salomon. Il m'a dit oui, tu pourrais peut-être faire pareil avec le Barça. Parler d'un événement, d'un match. Non. J'ai pas envie. On les rencontre trop souvent. C'est pas le club le plus sympathique, même s'il y a évidemment plein de choses passionnantes à dire, notamment sur le football, parce que c'est quand même un exceptionnel football qu'ils proposent. Mais bon, on traitera ça d'une manière ou d'une autre. On fera ça. En tout cas, Théo Contou et Andrea Chazzi, c'était passionnant. Merci 1000 fois d'être venus. Merci à toi, Pierre. Merci. Moi, je vais lancer une virgule et vous qui nous regardez, vous apercevrez de rien. Mais dans 2 secondes, il y aura Boukari Dramé dans le studio. Moi, entre-temps, j'ai une petite pause de 2 heures. Et ça va être génial aussi parce que lui, il a vécu le PSG et l'Atalanta Bergame de l'intérieur. Il va pouvoir nous raconter comment il a vécu ça. Vous irez voir la deuxième partie, du coup ? Bien sûr. La curiosité, au tout début de l'émission, tu as dit 2 joueurs qu'on fait PSG Atalanta. C'est qui déjà l'autre ? Moi, je crois que je l'ai l'autre, mais je suis pas sûr. Attends, Moïse Kean, il y a quelque chose, mais c'est pas lui. Moi, j'ai Mario Yepes. Ah, peut-être. Peut-être. Si, c'est ça. C'est Mario Yepes. Ouais, je me souviens. Ouais. Voilà, c'est le doute que j'avais. C'est fort. Ouais, je me suis dit que Boukari Dramé, ce serait plus facile de le contacter parce que il est coach adjoint de la N2 au FC 93. Okay. Donc on a contacté le club et on a réussi à le contacter comme ça. C'est un joueur, il est hyper, ce qu'on disait en off au début de l'émission, il est hyper symbolique et incarnant de ces débuts de l'Atalanta. Moi, c'est le maillot à l'époque qu'ils avaient. Je crois que les mêmes couleurs de l'Inter, bleu et noir. Même couleur, et je crois que c'était Konica Monita ou un truc comme ça. Leur sponsor, c'était avant l'été, c'était un maillot
Enfin, ce maillot-là, c'est la Serie A 2015-2016. Tu peux pas le. Puis il va y avoir beaucoup de choses à raconter sur Gasperini. Ouais. Et pas que des bonnes. Ouais. Pas que des bonnes. Je pense que tu auras des choses sympas. Oui, excellent. C'est très bien. Écoutez, ça va être passionnant. En tout cas, merci beaucoup les garçons. Et vivement le prochain match contre un club italien. Comme ça, on se refait une petite émission. Voilà. J'espère que ça arrivera dans la suite, si on passe la phase de Ligue, évidemment. Ouais. Merci les gars, et nous on se retrouve dans 2 secondes. Bienvenue à nouveau dans 100% PSG le MAG. Pour vous, il s'est passé 1 seconde. Pour moi, il y a eu 2 heures de taf. Et j'ai changé d'invité puisque Boukari Dramé est arrivé avec moi dans le studio. Salut Boukari. Bonjour à tous. Déjà, Boukari, grand sourire, hyper souriant comme invité. Ça fait plaisir. Non mais c'est vrai, c'est cool. Ouais. Tu sais que tu es venu avec ta casquette. Ouais. Et en fait, il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, on a vu les images des anciens joueurs du PSG qui venaient toucher la Ligue des Champions au Parc des Princes, qui était présentée aux supporters et avec des anciens joueurs. Et de loin, j'ai tellement cru que tu étais Amara Simba, à cause de la casquette. J'ai entendu aussi Amara Djane. Ah bon ? On m'a dit ça. Bah non, c'est Boukari Dramé. Ouais. Donc... On va un peu oublier, je crois. Non, mais non, attends, t'inquiète. Boukari Dramé, qui est un titi du PSG, qui a passé des années au centre de formation à Verneuil-sur-Seine. On va parler de ça ensemble, Boukari. Tu as aussi joué avec l'équipe première pendant 2 saisons, entre 2005 et 2007. Tu as donc gagné la Coupe de France au passage. Ouais. Voilà, but de Vicage Dorasso au Stade de France en 2006. Donc tu as un beau trophée avec le Paris Saint-Germain. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que plus tard dans ta carrière, 7 ans plus tard, tu as signé à l'Atalanta Bergame, qui est le club, évidemment, que le Paris Saint-Germain va affronter en Ligue des Champions ce mercredi. Donc j'avais envie que tu viennes nous raconter à la fois ce que tu connais de l'intérieur de l'Atalanta Bergame, de la culture de ce club. On a aussi envie de t'entendre parler sur l'ancien coach Gasperini, qui est un personnage marquant de la dernière décennie de l'Atalanta. Et puis évidemment, on a envie que tu nous racontes ton histoire avec le Paris Saint-Germain. Il y a plein de choses à raconter et on commence maintenant. 100% PSG, l'interview. Alors, Boukari, déjà, j'ai pas trouvé énormément d'interviews de toi où tu racontes ton histoire avec le PSG, ton passage au Paris Saint-Germain. T'as pas souvent raconté ton histoire, en fait. Bon, je sais pas, j'ai pas l'impression. J'ai quand même été sollicité à ce niveau-là. Ouais. Bon, après, c'est peut-être pas des gros médias. C'est peut-être pour ça, mais si c'est pas le cas, on y est. Hein. Moi, je me suis dit, c'est trop cool parce que du coup, il va nous raconter des trucs qu'on n'a jamais entendus. Ah oui, tu dois avoir des histoires sous le coude. Ah, mais là, si, on peut raconter. Il y a beaucoup de choses à raconter. Bah, évidemment. Ouais, ça, c'est sûr. On peut commencer comment ? Par quoi ? Alors, moi, je te propose qu'on commence par Aulnay-sous-Bois. Parce que ici, on est sur Paris Île-de-France. On aime parler de notre territoire. Et toi, ta ville, c'est Aulnay. C'est vrai. C'est là que tu commences à jouer au foot ? Ouais. Alors, moi, je suis né à Villepinte. J'ai grandi à Aulnay. C'est vrai que je restais beaucoup dans ma ville. Mm-hmm. Voilà, j'ai commencé à jouer dans le quartier. On jouait beaucoup. Avant, il n'y avait pas de téléphone portable. Du coup, c'était plus facile d'aller dehors, de sortir avec ses amis, de jouer au vélo, au ballon. Mais bon, nous les garçons, c'était beaucoup le football. Mm. Et si vous voulez, je me suis inscrit au CSL Aulnay, mon premier club. C'est, je dirais, grâce à un de mes camarades de classe, qui, lui, était au CSL Aulnay, jouait au club. Et habitait aussi dans mon quartier, Place Jupiter. Place Jupiter ? Ouais. C'est là qu'il y avait le terrain de foot ? C'est le quartier qui s'appelait Place Jupiter. Et oui, il y avait un terrain. Dans le quartier derrière. Place Jupiter. Alors, c'est en rectangle. Et juste derrière, il y avait un terrain où on pouvait jouer, quoi. Donc, juste en bas des bâtiments. Oh, voilà. Les parents pouvaient vérifier par la fenêtre sans problème, que vous étiez bien sur le terrain. Ouais, ok. Ouais. Et à chaque week-end, quand ils finissaient les matchs, dans la semaine, ils venaient me faire un petit résumé de comment ça s'est passé, comment ils ont gagné, comment ils ont marqué les buts et tout. Et vu qu'on jouait aussi à la cour de récré et dans le quartier, lui, il savait un peu mon niveau. Et il me disait souvent, tout le temps, Bouka, vas-y, viens t'inscrire, tu joues bien, viens. Et moi, je me disais, ça me suffit, j'aime bien jouer ici, mais bon, aller dans un club, voilà, c'est... Tu rentres de l'école, il faut prendre ton sac, il faut sortir encore et tout. Il dit, c'est bon, ça me suffit. Ben, à chaque fois, voilà, il me faisait un peu de résumé, il montrait que... Voilà. Et un jour, j'ai dit, allez, j'y vais aller.
Et on fait faire un petit test avec de jonglage, de conduite de balle, etc. rapidement. Et après, ils m'ont validé. Et voilà. À 10 ans, première licence de foot aussi, ça donne. 10 ans, c'est tard, hein, pour un Pour petit aujourd'hui. garçon. Aujourd'hui, c'est souvent, même Ouais. parfois, on entend des joueurs qui nous disent « Ouais, à 5 ans, j'avais une fausse licence. Mais c'est pour ça, moi, que je suis un peu étonné quand j'entends, ouais, il a 6 ans, ils veulent déjà le placer. Je dis, mais... Ouais. Moi, j'ai pris ma première licence à 10 ans. Ouais. Donc, c'est jamais trop tard. Après, c'est vrai que nous, avant mes 10 ans, je jouais. On jouait beaucoup, on faisait des tournois, nous, dans notre quartier. Aujourd'hui, il y a moins, tout ça. À l'époque, évidemment, vous jouez pas à 11 contre 11 sur le terrain de la cité. Non, on jouait beaucoup dans les COSEC, dans les petits terrains, mais ça nous arrivait aussi de faire des... Même plus que 15 contre 11. Hein. On a fait des 15 contre 15. J'adore. Ça veut dire que tactiquement, ça a un peu... on était beaucoup. Ouais. Alors, on voulait laisser 15. personne. On s'arrivait qu'on joue 15 contre 15 ou je sais pas combien. Ah, mais franchement, hein, on était beaucoup. Et voilà, pour satisfaire tout le monde, que personne ne se sente un peu laissé. Et voilà, non, c'est vrai que c'est clair que c'est pas la même génération. On jouait beaucoup, nous, dehors. Même 2 contre 2, 3, quand c'était possible, on jouait. À ce moment-là, naturellement, tu te places où sur le terrain? Tu as plutôt tendance à aller en attaque, en défense, pas dans les buts? Au début, ouais, en attaque, parce que j'avais une bonne vitesse quand même. Et j'étais pas trop mal techniquement. Donc on me mettait en attaque où j'ai commencé ma première saison, on va dire numéro 10, je marquais beaucoup de buts. Vraiment, beaucoup de buts. Après c'était vraiment entre l'attaque et le milieu de terrain, mais plus offensif, quoi. Ouais, donc c'était ça au début. Est-ce que tu avais le sentiment d'avoir une bonne caisse aussi? Une endurance importante? Oui, très franchement, je suis arrivé, j'étais déjà devant certains qui étaient là, qui jouaient déjà au foot. Là, quand tu arrives au club d'Aulnay. Ah, exactement. Ouais. Donc, il manquait quelques détails pour... parce que quand on arrive du quartier, on n'a pas ces codes qu'il y a sur les terrains où chacun a son rôle, chacun sait qu'est-ce qu'il doit faire dans sa zone. Un profil où il y a des... Là, on est un peu... On court partout, on ne sait pas comment... À 15. Exactement. Donc, il me manquait tout ça. Voilà. Donc, après... ça veut dire que les notions tactiques, là, on commence à te les expliquer petit à petit, de comment ça fonctionne le foot, les règles, les équilibres à respecter, etc. Parce qu'après, tout le reste... intrinsèquement, comme joueur, alors vitesse, puissance, technique, j'avais rien à envier à personne, très franchement. Bien au contraire. J'imagine que si tu as un copain qui te dit franchement tu devrais venir en club avec moi, c'est que tu devais te détacher quand même des autres, quoi. Oui. Il s'appelle comment ce copain d'ailleurs? Boubacar Traoré. Ouais. Le footballeur? Non, rien à voir. Ah. Okay. Rien à voir. Et lui, tu le vois toujours, Boubacar, ton copain Boubacar? J'ai essayé de garder contact avec lui. Et c'était compliqué parce que j'ai entendu par la suite quelques problèmes familiaux. C'était compliqué. Mais je ne l'ai jamais oublié d'ailleurs. Vous êtes resté jusqu'à ce que tu entres à Verneuil avec le PSG. Il était encore au club avec toi? Vous avez fait vos premières années au club ensemble, à Aulnay? Non, parce que lui, quand j'ai... Alors, on sait que à l'époque, c'était différent. Il y avait Poussin, Benjamin. Et c'était beaucoup... Au début, c'était au niveau même des mois. Voilà. Ah ouais, carrément. C'était même les mois. Ça veut dire je pouvais avoir la même année qu'un camarade, mais au niveau des mois, lui, il pouvait se retrouver en Benjamin et moi en Poussin. Mais toi, tu as été surclassé, non? Voilà. Et lui, en fait, il avait un an de plus que moi. Ah, du coup, là, il était déjà plus... Et tu l'as pas rejoint? Ils t'ont pas surclassé? Non. Au début, non, surtout pas. Au début, je suis arrivé, je jouais pas avec les plus forts, je jouais avec... Il y avait des équipes. Aujourd'hui, il y en a 6. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et avant, c'était l'équipe A, l'équipe B. Ouais. Aujourd'hui, tu vas jusqu'à F, je crois. J'ai mes neveux qui jouent, ils me disent, ouais, je joue en D. Nous, c'était en B, nous. Nous, c'était A ou B. Et ouais, je jouais avec l'équipe B. Donc là, tu arrives au club d'Aulnay à 10 ans. Tu apprends plein de choses. T'apprends... Le foot se structure, quoi, un peu dans ta tête, j'imagine. Et là, on arrive en U15. Tu joues la finale de la Coupe de Paris. Non, c'est pas la finale. C'est le quart ou demi-finale. Et ce jour-là, il y a quelqu'un dans les tribunes qui travaille pour le PSG? Comment ça se passe? Alors, on joue contre le PSG, justement. En quart de finale ou en demi de la Coupe de Paris? Oui, Coupe de Paris contre le PSG. Et c'est le coach du PSG, Franck Bentolila, qui a bien aimé, qui a eu un œil sur moi. Et tu joues à quel poste ce jour-là? Défenseur central.
Ok. C'est vrai que c'est bien de le préciser. Bah oui. Parce que par Parce la suite. qu'après, t'étais latéral gauche. Donc, Non, mais même, j'ai expliqué par la suite. Ouais. Beaucoup de rebondissements. Ouais. Ouais. Défenseur central, je joue contre Paris et je marque aussi ce match. On perd 3-2. Je marque, mais défenseur central, mais qui reste pas à sa place, quoi. Alors, c'est beaucoup de. Je prends le ballon, je vais devant, je reviens. J'étais beaucoup comme ça, plus jeune. Le coach que j'ai eu en Benjamin, il nous a pris, moi et mes camarades, notre groupe, il nous a suivis jusqu'en 15 ans. D'accord. Slimane Kebli, que j'ai eu avec qui je parle toujours d'ailleurs. Il a gardé la même équipe, il nous a suivis. Voilà. Entre-temps, justement, on a fait une montée en DH, en 13 ans, où on avait gagné haut la main. Vous aviez une bonne équipe, alors. Ouais, on avait T'étais pas le seul à être exactement. à l'aise. Ouais. Ouais. En Benjamin, on avait fait que des victoires. Aucun match nul, aucune défaite. Il y avait un Morgaro Gomis qui s'appelle Morgaro Gomis, un frère, comme un frère, qui avait signé à Montpellier. Lui, il était parti avant moi. Ouais. Voilà. Donc, on avait une bonne génération. Et alors on arrive au match contre Paris. Déjà, jouer contre Paris, pour toi, c'est spécial à l'époque ou pas plus que ça? Bien sûr que si. Ouais. Alors, la chose, c'est quoi? C'est que avant de jouer Paris, on joue Versailles. Ouais. Et à l'époque, c'était, pas comment ça a changé, c'était 15 ans nationaux. Et Versailles était en 15 ans nationaux. Ils jouaient déjà contre Clairefontaine, contre Rennes. Donc, c'était le même niveau. Donc, si on joue contre Versailles, c'est comme si on jouait un centre de formation. Donc, nous, on était en 15 ans DSR. Déjà, c'était quelque chose de grand. Si on arrivait à passer contre eux, c'est qu'on avait fait vraiment quelque chose de magnifique. C'était comme un match de Coupe de France avec un club, je sais pas moi, de national contre un club de Ligue 1, quoi. On peut dire ça. Exactement. Ouais. En gros, et on arrive à gagner 1-0. On passe le tour contre Paris. Déjà, c'est là, on fait l'exploit de passer. On joue Paris, on joue sur notre terrain. On sait que là, on a avantagé parce que c'était un terrain rouge. C'était à l'époque, oui. Et vous aviez l'habitude? C'était chez nous. Ah voilà. Ouais. Donc, on s'est dit, là, il y a moyen de... Bon, on a perdu parce que Paris, quand même, ça reste... ça reste Paris. Même s'ils sont habitués, ça reste... Voilà, ils ont la qualité et ils savent jouer un peu partout. Et après, après ce match, c'est le coach qui m'apprécie, qui en parle. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'invitent à un tournoi en Belgique. Ah, ils t'invitent à jouer, pas à assister. À jouer un tournoi avec eux. 2 tests, quoi. Exactement. Donc, c'est pas dans la foulée qu'on m'a recruté. Tu te souviens de comment tu réagis quand on te dit t'intéresses le centre de formation du PSG, est-ce que ça te dirait d'aller jouer un tournoi avec eux en Belgique? C'est ouf déjà d'aller à l'étranger, jouer un tournoi avec les jeunes du PSG. Enfin, déjà en soi, tu devais être super content, non? Bien sûr, mais même juste après le match, on sait quand on a fait un bon match. Un joueur de foot, il le sait. Je savais que j'avais fait un gros match. Il y avait du monde qui était là à regarder le match. Et ils le savaient tous. Et après, ils voyaient à la fin du match le coach discuter avec mon coach. Ah. Les gens ont compris un peu. Ça, c'est pour Boukari. Ils se sont dit, ça y est, tout le monde le savait un peu. Mais bon, rien n'était fait encore à ce moment-là. Alors, je sais plus si c'était au stand ou quoi, le tournoi, mais en tout cas, un tournoi international où on rencontre des équipes pro. Et je me souviens que le premier match, alors il donne l'équipe, il donne la ligne défensive. J'entends pas mon nom, donc moi, relax. Tu te dis, bon, je suis sur le banc. Ouais. Alors il donne les milieux, et un milieu excentré, il dit Dramé. Je dis, attends. Je regarde tout le monde et les autres savent pas, ils calculent pas. Je dis, mais c'est pas possible. Et moi, dans ma tête, je dis, je suis défenseur central, pourquoi ils me sont excentré gauche? Incroyable, sans te prévenir. Mais non. Je dis, Bouka joue. Fais ta magie, hein. Et tout le tournoi, j'ai joué excentré gauche. Voilà pourquoi je disais que c'était important de préciser. Que tu commençais défenseur central, mais du coup, en étant hyper offensif devant eux ce jour-là, quoi. D'un coup, ils me mettent excentré. Direct, Ouais, voilà. C'est incroyable. Alors, j'ai fait le tournoi, tout le tournoi, j'ai joué, j'ai fait quelques passes décisives, j'ai marqué. Je sais plus comment je me rappelle plus vraiment des résultats, ça fait longtemps, combien on a fini, etc. 2000, hein. Ça fait longtemps. Ouais, c'était il y a 25 ans. Et
il y avait aussi, mon père son âme, il y avait Bamba qui était là, je me souviens, avec qui j'ai fait toute la formation, qui est décédé l'année dernière, et qui était là. Donc je me souviens encore de lui. Donc voilà. Et par la suite, quand je suis rentré, c'était François Gilles, qui lui était le coach des 15 ans nationaux, parce que quand on avait joué, c'était des 15 ans DH. Ok. Lui était le coach, venait me prendre à Aulnay pour aller m'entraîner au camp Il des venait loges. te chercher Il à venait Aulnay me chercher. Ouais. Ah ouais, donc il croyait vraiment en Il toi. faisait des va-et-vient. Il venait Ah me ouais. chercher. On allait à l'entraînement, il me redéposait. Alors ils m'ont fait quelques entraînements comme ça. Et après, ils ont validé. D'accord. Et là, quand tu commences les entraînements à Verneuil, est-ce qu'à nouveau tu joues milieu? Attaquant. Il me met en pointe. Pour de vrai. Et là, il me met de gardien. Non, mais sérieux. Vous foutez de ma gueule, quoi. Non, mais sérieux. Il me met attaquant. Parce que, comme j'ai dit, j'ai une bonne pointe de vitesse. Ouais. Je dis pas que je suis Mbappé, non, mais un minimum. Personne n'est Mbappé, de toute façon. Voilà, bon, tranquille. Ouais. Il Mais, est tout seul. et en même temps, voilà, je n'étais pas dégueulasse techniquement. Et voilà. Donc, après, on avait par exemple Franck Jadidier qui était central. Mais, comment dire, après, il a eu ce truc de lire le jeu de chacun et de savoir mettre les joueurs au poste où il fallait. Donc, à un moment, qu'est-ce qui se passe? Au début, ça a été rapidement. Ça s'est fait très rapidement. Qu'est-ce qu'il a fait? Je me rappelle, on a été en tournoi. C'était où? Non, c'était... Comment ça s'appelle? En Ile-de-France? Non. En France? Oui, en France. C'était en Vendée. Je me rappelle plus du nom. Pornic. Non. Je dis ça au pif. Parce qu'il y a beaucoup de tournois qui font en Vendée. Ouais. Ouais. Je me rappelle plus du nom. C'est Montaigu, je crois. Ah bah peut-être. Je crois Je t'avoue, je connais pas de ouf la Vendée, mais... Ouais, ça fait tellement longtemps. Et il fait passer Jadidier de défenseur central à attaquant. Moi, il me replace excentré, gauche. Ouais. Et ça marche. Et du coup, toute la saison, je l'ai faite excentré gauche. Quand tu dis excentré gauche, tu veux dire milieu gauche, relayeur, quoi, on va dire. Milieu gauche, en 4-4-2, parce qu'on joue en 4-4-2. Okay. 4. Ok. Et moi, j'étais dans la ligne de 4, la deuxième à gauche. Okay. Donc offensif, quoi. La deuxième à gauche, tu vois. Là, la deuxième ligne à gauche. Offensif. Je passe de défenseur central la saison dernière avec Aulnay à un joueur offensif avec le PSG à un niveau qui est autre. Voilà. Et à quel moment tu te dis... parce que c'est perturbant quand même quand tu changes de poste tout le temps. À quel moment tu te dis, ici je me sens vraiment bien, ici ça me ressemble, ce poste-là il me ressemble? En fait, si on veut, comme je l'ai dit, c'est qu'au début, quand j'ai commencé le foot, j'étais offensif. Oui, tu as toujours eu ce caractère offensif. J'avais ce truc offensif. Je crois que j'étais le meilleur buteur. La première année, avec les B, oui, ça oui, mais la deuxième saison, j'étais attaquant, parce que les terrains, les matchs en Benjamin, ils n'étaient pas sur les terrains à 13, à 11, pardon. Ils étaient sur les terrains. Tu as du mal avec le nombre de joueurs. Toi, si tu veux, je t'explique. Ils n'étaient pas. Non, parce que c'est quand on passait moins de 13 que ça devenait à 11. Voilà, c'est pour ça. Et donc, on jouait sur les terrains à 7, j'étais attaquant. J'étais meilleur buteur. Voilà. Et donc, la saison d'après, où on passe en 13 ans, j'ai commencé à jouer offensif. Après, il m'a mis derrière. Mais je faisais tout. On va pas se mentir. Honnêtement, où il avait besoin, des fois, Bouka va à droite, va à gauche, je jouais central, mais je prenais le ballon, j'allais, hop, je marquais. Mais est-ce que c'est pas le fait d'accepter tous ces changements et de se dire, de toute façon, quel que soit l'endroit où on me met, je vais faire mon truc, et Exactement. voilà. Est-ce que c'est pas déjà de base une mentalité de latéral, justement? De dire, OK, il faut que je cours. OK, il faut que je centre, je peux centrer, il n'y a pas de souci. OK, il faut que je défende, il n'y a pas de souci. Je sais pas, parce que ils font tous les latéraux, quoi. Oui et non, parce que latéral, t'as pas besoin Enfin, t'as une ligne. T'as pas besoin de regarder là-bas. Ouais, t'es un peu contraint par la ligne. Voilà. Tu regardes que d'un oui, côté. non, je veux dire, voilà, t'as pas besoin de regarder 360 degrés. T'es dans l'axe, t'es obligé. Et il faut développer plus de technique que si t'es sur le côté. Je connais des latéraux, ils savent pas faire des jongles. Contrôle, passe, ils courent. C'est tout. Mais quand t'es dans l'axe, c'est pas pareil. Le jeu, il est différent. Il faut un peu plus de jugeote. Ça ne veut pas dire qu'ils réfléchissent pas, mais... Vision du jeu, quoi. Voilà, le jeu est différent.
Donc, qu'est-ce que je disais où j'en étais encore Sur le fait que c'était une mentalité de latéral, d'accepter aussi de faire les efforts là où on te demande de les faire. Après, bon, moi j'ai toujours, surtout d'où on vient, j'ai toujours aimé dribbler. Du coup, quand on me met excentré, parfait. Ça veut dire quoi, surtout d'où on vient? Ça veut dire de la cité? Ah oui. Parce que tout le monde veut dribbler, tout le monde veut faire le petit pont. On aime dribbler, on aime faire des gestes. Exactement, c'est ça. Donc c'est là-bas que j'ai appris mes premiers gestes. Il faut pas se faire dribbler, être un bon défenseur. Attention, t'as fait un petit pont, et là et l'inverse. Et tu le fais, tu le tailles aussi. Donc ça, je dirais qu'avec François Gilles, il a été fort parce que il m'a mis à ce poste. C'est vrai qu'au début, là aussi, ça a été rapide. Au bout de, je crois, 2-3 matchs, il m'avait piqué, je me souviens, où il m'avait mis remplaçant. Et il a dit devant tout le monde, voilà, j'ai mis Bouka remplaçant. J'ai failli l'envoyer avec la réserve, avec la réserve, etc., etc. Et je me rappelle, ça m'avait piqué. C'était quoi l'explication? Pour lui, je faisais pas ce qu'il fallait. J'avais pas... Il fallait que je donne plus. Alors, je suis rentré. Je crois que j'avais fait 3 passes D et 2 buts. Ah d'accord. Ouais, direct. En une demi-heure. Dès qu'il m'a fait rentrer, bam. Et là, j'ai pu bouger. Du poste de latéral, du coup. Non, de excentré gauche. Oui. Ah ouais. Ah oui. Ah c'est bah oui, mais bon, après... Et c'est à ce moment-là, justement, où la question que tu me posais, quand est-ce que tu as compris? Après, ça y est, ça a été figé. Parce que c'était au début de saison. Et de quelle ambiance tu te souviens à Verneuil-sur-Seine? C'était très différent du camp des loges qu'il y a eu après, encore plus du campus à Poissy aujourd'hui qui est hyper luxueux pour les jeunes. Tu te rappelles de quelle ambiance entre vous? Tu dormais pas là-bas, hein? Si, on dormait là-bas. Ah si, à partir de quand t'as dormi là-bas? Dès que t'as été pris? Oui, direct. À 15 ans, quoi. Direct. Ouais, direct. Et j'étais au lycée au Mureux, François Villon, où je me suis fait beaucoup d'amis avec qui j'ai toujours eu contact. Et je me souviens que pour moi, c'était la première année, c'était peut-être la plus dure. La plus dure parce que le temps d'adaptation, je ne sais pas si c'était que pour moi, mais en tout cas, mon ressenti, c'était compliqué. J'étais de base bon élève, mais là, impossible de suivre le cours. J'étais mort en cours, je dormais, je ronflais. Au niveau du rythme? On s'entraînait tous les jours. C'est pas le fait d'être loin de tes parents ou de ton quartier, c'est le rythme. C'était pas ça du tout. Ah ouais. Et encore, nous, on avait la chance de rentrer les week-ends. Parce qu'ils nous laissaient, vu qu'on n'était pas loin, on rentrait les week-ends, un jour, même si c'était un jour, c'était bien. Et on revenait le lendemain pour jouer le match. Et après, on était toute la semaine. C'était intense. C'était intense, je me souviens. J'arrivais pas à suivre. Et alors moi, j'avais malheureusement pas eu la chance comme certains. J'étais le seul du centre enfin, les autres, ils étaient en groupe dans une classe. Et moi, j'étais le seul dans une classe, en fait. Okay. Du coup, je pouvais pas prendre des cours d'une personne. Quand on arrivait à faire les devoirs ou quoi, j'avais personne, moi. J'étais tout seul. Et j'avais, vu mes résultats de la 3e, je pense que j'avais, je crois, la meilleure classe du lycée. Et donc, j'arrivais pas à suivre. T'étais avec ceux qui font allemand première langue ou c'est ça, mais moi allemand j'ai fait allemand première langue. Tu vois, voilà, oui, mais c'est ça. Oui. Donc, je me reconnaissais plus. Franchement, au niveau scolaire, c'était... Je dormais en cours, je suivais plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là, les formateurs du PSG? Ils ont réussi à t'aider? Enfin, comment on fait? C'était compliqué. Bon, la saison a fini. Et après, je suis passé au centre de formation. Là, c'est totalement différent. Horaire aménagé, on est au centre, c'est les profs qui viennent. Parce que là, ce dont tu viens de parler, c'est la préfo. À partir du centre de formation, ça commence à être mieux organisé, on va dire. En fait, en préfo, on est inscrit dans les écoles publiques. Et au centre de formation, ça se passe au centre. C'est les profs qui viennent à nous. C'est les profs qui viennent nous faire. Donc, tu n'as plus les déplacements. Et voilà. Et les horaires sont adaptés, aménagés. C'est pas forcément mieux. Parce que, très franchement, je crois qu'on n'a jamais fini comment on appelle un programme. Un programme scolaire. Ouais. À la fin, on bâclait. Ouais. Avec les profs, on bâclait. Malheureusement. Parce que vous aviez votre temps qui était pris par le sport. Oui. Ouais. Donc, c'est pas forcément mieux, on va dire.
Mais là, du coup, t'as plus une classe dans le public, donc t'es avec que des footballeurs. Ouais. Et entre vous, ça se passe comment? Déjà, t'es avec qui dans la chambre? Vous êtes 2 par chambrée ou plus Là, ou... quand je suis arrivé à Vernon, j'étais avec Ahmed Kantari, Ouais. qui était adjoint avec Camboiré la saison dernière, Ouais. qui était à Valenciennes. J'étais avec lui. Je crois qu'il est sur la chaîne Ligue 1 pour commenter maintenant. Ah, possible. Il vient plus. Ouais, il est là depuis cette année. J'étais avec lui. On est arrivé en même temps. On a fait toute la formation. On a signé pro en même temps. Après, bon, il est parti. Mais moi, après, j'étais resté un peu. La première année, c'était avec lui. Et après, j'étais avec Nicolas Mirza Ouais. au centre de formation. Et voilà, on est dans la même classe aussi avec Nicolas Mirza. Je me suis pris, tu sais, les effectifs des premières saisons en pro que tu as faites. Ouais. Il y a des joueurs qui viennent du centre de formation. Il y en a d'autres, quoi. Il y a Franck Djadjedje, dont tu parlais tout à l'heure, par Exactement. exemple. Ouais. Il y a Rudy Haddad. Ouais. Il y a Ossine Ragued qui monte avec toi, donc toi. Et Jean-Michel Badiane. Voilà, ça, c'est les jeunes qui sont du centre de formation dans l'effectif pro en 2005. Il n'y en a pas d'autres? Il y en a Nicolas d'autres Cousin, la saison d'après. Là, non, dans l'effectif, c'est pas noté. gardien de but. Ah ouais, bah je sais pas, non, il est pas noté dedans. Mais par contre, la saison d'après, il y en a d'autres, parce qu'il y a Mamadou Sakho qui arrive, Clément Chantôme qui arrive, vraiment des titis emblématiques, voilà, Ouais, qui sont font devenus, partie des, ouais. on va dire, du top 5 des titis de l'histoire du Ouais, PSG. Raconte-nous comment ça se passe, ton intégration dans l'équipe pro. À ce moment-là, ça fait déjà 5 ans que tu es au PSG, donc tu es comme un poisson dans l'eau, tu es chez toi, quoi, on va dire. C'est vrai. Voilà. Ouais. Comment ça se passe, ce moment où on te dit, écoute, ça y est, tu vas monter avec les pros? Bah en fait, il faut savoir que, en tout cas à l'époque, quand on montait avec les pros, c'était vraiment que c'était mérité. Et c'est vrai que quand on regarde sur Internet, on voit, il a fait 2 saisons de 2005 à 2007. Mais bien avant, j'étais déjà avec les pros. Tu t'entraînais déjà avec Eh eux? oui. Eh bah oui. Donc bien avant, je les Ouais. connais. Bien avant, j'ai déjà des repères. Bien avant, je connais déjà les coachs. Voilà, c'est pas la saison finie, hop, tu passes avec les pros, non. J'avais déjà fait des bancs, j'avais déjà fait des matchs amicaux, j'avais déjà fait des reprises retail, comment on dit ça encore au vert. Oui, des mises au vert. Ouais, des mises au vert, des prépas. Là, tu parles italien, c'est Ouais, marrant, voilà, c'est le mot qui te dit en c'est italien. Des prépas, j'avais Ouais. déjà fait. Ouais. Déjà avec Vaïd, j'étais pas pro qui m'appelait. J'allais déjà avec les pros, j'étais déjà là. Donc je les connaissais déjà Donc pour tous. toi, c'est naturel en fait. Voilà, ça, C'est en signé. fait, ça se fait petit à petit. Et je dirais même plus. Il y a eu des blessures, des fois des suspensions bêtes, je me souviens encore, mais qui ont ralenti, selon moi, mon intégration avec l'équipe pro. J'aurais pu être déjà... j'aurais pu sortir déjà même avant. Des suspensions bêtes que toi, t'as Oui, j'ai eu. subi, ouais. Je C'est-à-dire- me rappelle, on a joué en réserve. Ouais. C'était qui le coach? Je sais plus si c'était... comment il s'appelle? Laurent Fournier ou... Laurent Fournier, il est coach quand toi, tu arrives en 2005, quand tu joues tes premiers matchs en pro. Non, mais je l'ai avant... Tu veux dire en réserve? Ouais, en réserve. Ou Jean-Luc Vasseur, je sais plus si c'était l'un ou l'autre. Je me rappelle, on joue à l'extérieur, mais je sais plus contre qui. Je m'embrouille avec le joueur. Il vient contre moi, tête contre tête. Bon, on fait les gestes comme ça, en rouge, 4 matchs. Ah, d'accord. À ce moment-là, on a Heinze qui est blessé. Et un autre latéral, je ne sais plus qui c'était. Je ne sais plus s'il y avait Sorine à ce moment-là aussi, qui était out. Donc tu aurais pu jouer. Exactement. Ah là 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 là. 4 matchs. Ça, c'est pas bien, et ça. du coup, c'est 1 mois, mais il y a une semaine où il n'y avait pas de match. Du coup, c'est plus qu'1 mois. Ouais, voilà un exemple où... rendez-vous raté, quoi. Voilà. Et quand tu commences à t'entraîner avec les pros, donc pour le coup avant 2005, c'est qui les premiers joueurs où tu dis ah ouais, d'accord, là on n'est plus sur le même... Paoletta, le premier. Ah ouais. Ah ouais. Il n'y a pas à discuter. Ah ouais. On est là, tu penses l'avoir au marquage. Le centre, il est passé. Il a 10 mètres de toi. La balle, elle vient sur lui, il bute. Tu te dis, comment il a fait? En une seconde. Pour te mettre 10 mètres... C'est pas possible. Ça va trop vite. C'est pas flash, hein, mais c'est l'impression que ça donne. Quoi. Ouais, mais comment il a fait? Putain, je l'avais à côté. Et il dit, but. Ah, il m'a choqué. Ah ouais. Ah ouais, non, les débuts comme ça, au début, tu comprends rien. Hein.
Et comment Après, tu fais pour t'adapter? Parce que par exemple, Ilias Zabarny, quand il arrive en première ligue, il dit ça allait beaucoup trop vite pour moi, j'ai mis 2 mois à m'adapter. T'as cette impression-là quand tu t'arrives avec les pros? Ah oui, bien sûr. Mais C'est logique en même temps. c'est logique. Ouais. Mais même pour arriver avec la réserve, j'ai pris du temps. C'est Donc, normal, tu t'adaptes. C'est normal. Tu as habitué à un niveau, à une vitesse de jeu. Tu montes, forcément, ça va plus vite. Il te faut du temps. Donc, c'est normal. Parfois, je me fais la réflexion sur l'effectif actuel pro du PSG et sur cette impression générale qu'ils ont tous progressé en même temps, mais d'une façon spectaculaire. Je me dis, mais en fait, est-ce que c'est pas aussi le fait de s'entraîner ensemble à un tel niveau qui fait qu'ils ont réussi à tous monter de 3 crans, quoi. Il y a des joueurs, tu les attendais pas à ce niveau et... Oui. Après, il y a la touche du coach. Oui. Qui est tellement importante. Évidemment. Mais oui, bien sûr, ça, je rejoins ce que tu dis. Et c'est des jeunes qui sont prêts à apprendre, qui ont faim. On le voit, hein. Ils veulent réussir, ils veulent... Et qui ont de la marge, pour beaucoup. progresser, quoi. Encore, oui. Oui, ça c'est sûr qu'ils ont encore de la marge. Ouais. Et justement, parlant des coachs, quand tu arrives donc en 2005, quand tu joues tes premiers matchs, c'est Laurent Fournier le coach. À Noël, il va se faire virer. À ce moment-là, tu le vis comment? C'est inattendu. Pour lui, en tout cas, c'est totalement inattendu. C'est Pierre Blaillot, le président à l'époque du club. Comment tu vis ça, toi, en tant que joueur qui est dans l'effectif? C'est dur parce que c'était un peu comme notre papa, à nous, les Titi, qui avons signé au moment où il y était. Et c'est quelqu'un de très... Au-delà du management ou de son savoir-faire en tant que coach, humainement top. Très franchement, je n'ai rarement vu dans ma carrière des gens comme lui. Ah ouais? Ah oui, dans ma carrière, tout simplement. Donc, ça nous a touchés quand même, parce que quand on sort de son formation, on est encore avec des émotions. On est encore un peu gentil, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Un peu naïf. Ouais, voilà, c'est vrai. Ouais. Voilà. Donc tu t'y attendais pas? Ah non, on s'y attendait pas, bien sûr. Nous, on voulait qu'il reste encore et encore, et après, bon. Donc c'est Guy Lacombe qui arrive à ce moment-là. Ouais. Guy Lacombe, il va jamais être vraiment adopté par les supporters. Ça va pas très bien se passer avec les supporters. Comment toi, de l'intérieur, tu l'as vécu la phase Guy Lacombe? Bizarrement, avec moi, ça s'est bien passé. C'est quelqu'un qui comptait beaucoup sur moi et qui avait vraiment confiance en moi. Au début, j'avais un peu du mal à y croire, mais il a réussi à me le montrer. Et quand ça se passe bien, on veut que ça reste, quoi. On veut qu'il reste, on veut que ça dure. Après, malheureusement, aussi, il a été viré, mais franchement, avec lui... Ça allait vite à l'époque. Ça allait vite. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les 2 saisons où tu es là, c'est au milieu des 2 saisons, à l'été 2006, c'est la fin de l'ère Canal. Donc tout va changer au club, à l'intérieur. Et c'est Colonie Capital qui va racheter le club, entre autres. Mais de l'intérieur, vous êtes spectateur du truc. Comment vous le vivez? Vous en parlez entre vous? Oui, mais après, on sait que faut jouer, faut gagner, quoi. C'est surtout ça, c'est le terrain. Et on en parlait, mais bon, sachant qu'on pouvait rien faire, que c'était pas... Voilà, c'était pas à nous de décider tout ce qui concerne tout ce qui est en dehors du carré vert. Voilà, on peut rien faire, hein. Nous, on cherchait seulement à avoir un coach qui reste. Ouais, c'est et surtout avoir le des coach résultats. en fait pour vous et le mercato, parce que si vous voyez arriver des joueurs qui sont pas à la hauteur de ce que vous espérez comme coéquipier par exemple, voilà, ça peut être compliqué. Ouais. Ça a pu arriver aussi. Ouais. On le sait, on va pas faire semblant. Parce que tout le monde le sait, tout le monde a son avis. Voilà. La saison d'après, elle est beaucoup plus compliquée sur le plan sportif. Ouais. Donc c'est Alain Kézac qui est nommé président et c'est Paul Le Guen qui va récupérer le coaching de l'équipe. Il y a des arrivées aussi, par exemple à l'été, il y a Mickaël Landreau qui arrive, le gardien évidemment, Amara Diané justement, et Samy Traoré aussi, entre autres. Donc c'est des joueurs aussi qui ont énormément marqué, pas Mickaël Landreau moins, mais Amara Diané et Samy Traoré, c'est des joueurs effectivement qui ont beaucoup marqué les supporters. Bon, Amara Diané évidemment pour son doublé contre Sochaux qui sauve le club de Ligue 2, mais voilà, c'est des joueurs aussi auxquels le club, les supporters vont carrément s'identifier un peu parce qu'ils sont... Voilà, ils sont comme nous, quoi. Enfin, ils nous ressemblent comme toi, comme les joueurs, surtout les joueurs franciliens. Comment ça se passe dans l'équipe sur cette saison-là?
Vous êtes déjà à l'été, je sais pas comment vous le vivez, mais il y a l'histoire d'Horasso, Vikash Horasso, qui est mis de côté, qui est finalement licencié par le club. Est-ce que ça impacte votre état d'esprit dans le groupe, etc. C'est un tout, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Alors, t'as Vikash, en plus, on en parlait la dernière fois de cette histoire encore. Avec lui ? Ouais. C'est un tournant dans sa vie, quoi. Ouais, aussi, ouais. T'as Vikash qui dit quelque chose, le coach qui dit autre chose. Après, il y a aussi le docteur qui rentre dans la danse. Donc, pour moi, c'est bizarre. Enfin, c'est flou, je comprends rien. Surtout que je viens d'arriver, du coup, je me mêle pas. Et de base, je suis comme ça, je me mêle pas trop des affaires des gens. Ouais, moi, je cherche pas à savoir, à rentrer dans le détail. Du coup, c'est pas moi. Ok, reste là où t'es. Et c'est sûr que ça peut-être inconsciemment, ça a joué. Ça a joué, bien sûr. Vikash, on sait que le joueur que c'est, ce qu'il aurait pu apporter à l'équipe. Et c'est dommage de se priver d'un joueur avec ce talent. Et voilà, hein. Après, voilà, on est des professionnels, on est des hommes. Il y a des choses, il faut passer outre. Et puis voilà, bosser, aller, jouer. Tu te souviens de quelle ambiance dans le groupe ? Dans une saison où c'est compliqué, il y a aussi un supporter qui est tué en marge du match contre l'Hapoel Tel Aviv, Julien Kemener. C'était très, 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 très chaud. Je me souviens que les supporters étaient venus au camp des loges. Ils nous ont fait paniquer. Hein. Ah ouais ? Ah oui, c'était chaud. Je me souviens qu'on me disait, voilà, Bouka, viens, mais essaye de ne pas venir seul. Mon frère était venu. Ouais. Mon grand frère, je lui avais dit de venir pour ma sécurité. Même s'il va y avoir plus de sécurité, plus de stewards que prévu, mais on ne sait jamais. Heureusement, il est venu. Ah ouais ? Ils sont quand même passés à travers les stewards. Il y avait des caméras et tout. Je me souviens qu'il y avait un caméraman qui était au niveau des escaliers. Il y a un supporter qui arrive, qui lui met un coup. Je sais pas, il a fait un saut de karaté bizarre. Il l'a fait tomber avec la caméra. Ah ouais. J'avais pitché. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont rentrés dans le bureau du coach. Ils ont pris la place du coach. Ils étaient assis comme ça. Et il y avait les supporters, quelques supporters derrière. Il y avait les joueurs, Yepes, Bonaventure Kalou, Fabrice Pancrate. On était là. Edouard Cissé. Et je me souviens que juste à côté, on avait Guy Lacombe, qui était comme ça, qui faisait des va-et-vient. Qui regardait ça, mais en marchant, en faisant des va-et-vient. Alors, il me posait des questions. Qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend pas. Aux joueurs directement. Ah oui, directement. Ouais, il y avait, voilà. Il y avait aussi Youssouf qui était là, Monumbo, quelques jeunes, moi j'étais là. On comprend pas, qu'est-ce qui se passe. Mario, moi si j'étais à ta place, je crois qu'il y avait c'était le Milan qui était venu le chercher. Il n'avait pas été. Mario Yepes, ouais. Si j'étais à ta place, je serais parti. Dites-nous, nous on comprend pas. Ouais, Bonaventure Kalou, depuis, c'est long là, montre-nous un peu ce qui. Ah ouais, on veut rien savoir. Et je me souviens d'une phrase qu'ils avaient dite. Et ça concernait Fabrice Pancrate. Alors là, par la suite, j'ai explosé de rire. Sur le moment, non. Tu rigolais pas sur le moment. Non. Mais par la suite, oh là là, qu'est-ce qu'on en a rigolé. Il dit, ouais, je sais pas, en tout cas, il y a un des joueurs qui aurait dit, moi, tant que je touche mon salaire, je n'ai rien à foutre des supporters. Et on dit, mais il faut dire les noms. On a dit à Fabrice Pancrate. Oh, comme il a sauté au plafond. Quoi, comment ça, t'es malade, hein? Jamais de la vie, moi, je me permets de parler comme ça. Je respecte les... Ah non, nous... Et voilà, c'était ça, voilà, il demandait... En vrai, il l'avait dit ou pas ? Moi, je le crois. Je pense qu'il a peut-être d'une autre manière. Oui. Parce que, voilà. Mais moi, de ce que je sais, non. En tout cas, les supporters pensaient que c'était lui et lui reprochaient en direct dans le bureau du coach, direct. comme ça. Quoi. Et même le coach, qu'est-ce que tu nous fais ? C'est de la merde. Nanana. Ah ouais, ce jour-là, c'était chaud. Hein. C'était chaud. Et comment ça s'est réglé ? Qui a parlé parmi les joueurs ? Qui parlait avec les supporters ? Il y avait Yepes, des cadres, Edouard Cissé, il y avait Kalou. Roten était là, je crois. Jérôme. Et toi, tu faisais quoi pendant ce temps ? Tu disais rien ? Nous, vu qu'on était les petits titis, ils nous aimaient. Eux, on n'a rien à leur reprocher. Ils donnent...
Edouard Cissé qui dit, tu verras dans 1 an, 2 ans quand ils vont prolonger. Tu verras, je me souviens de ça. Ah ouais? Tu verras, oui, il avait dit ça. Mais à nous, ils nous ont pas voulu plus que ça. C'était plus au cadre, aux anciens, aux joueurs confirmés. Donc c'était assez chaud quand même, je me souviens. C'est fou quand même de vivre des moments comme ça. Ouais, c'était chaud. Parce que en dehors de ça, est-ce que tu avais des liens avec les supporters dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu parlais des fois avec des supporters du club ou... Est-ce que déjà, toi, est-ce que tu te considérais comme un supporter du club? Quand tu étais petit, est-ce que le PSG, c'était un club qui te faisait rêver ou tu étais sur d'autres clubs? Oui, bien sûr. Paris, C'était chez toi, quoi. Ouais, voilà. Et je dirais, oui, quand on finissait les entraînements, il y avait beaucoup de supporters qui étaient là pour demander des autographes, les photos. Donc oui, ça nous arrivait de discuter. Surtout moi, je sais que je suis pas... Au contraire, t'es facile d'accès, quoi. Voilà, on va discuter. Donc oui, non, il y avait cette proximité. Après, ça dépendait de chacun. Il y en a, je vais pas dire les noms, ils cherchaient pas à savoir. Bonjour. Certains joueurs, oui. Oui. Après, je les comprends, mais bon. Non, ouais, quand même, on avait cette proximité quand même avec les supporters. Et le fait qu'il y ait des changements de président, de propriétaire, etc., tu penses que ça a joué dans le fait que la saison était super compliquée? Comment entre vous, pas quand il y avait les supporters, mais entre vous, comment vous expliquiez le fait que ça prenait pas, quoi? Est-ce que vous parliez déjà entre vous? C'est ce qui est compliqué, oui. Parce qu'il y avait quand même des réunions internes où il fallait trouver des solutions. Les joueurs ou avec le staff? Avec le coach, ouais. Avec le coach. Avec le coach, le staff. Après, entre nous aussi, ça arrivait. Qu'il fallait donner plus. Je me rappelle Christophe Landrin, quand on lui disait qu'il fallait donner plus, il disait, mais j'arrive pas à comprendre. Je donne déjà tout ce que j'ai. Donc je vois pas ce que je vais sortir de plus. Et je vois ce qu'il veut dire. Parce que quand on dit donner plus, qui se retient? Il faut trouver une autre méthode. Parce que tout le monde donne le maximum, je pense. Vous, les joueurs, vous aviez l'impression de donner tout ce que vous pouviez dans le cadre qu'on vous demandait, quoi. Voilà. Donc, il fallait changer de coach, alors. Pas forcément. Je sais pas, je cherche des solutions. Parce que le coach, il peut être là à donner les bonnes directives. Mais si les joueurs font ce qu'ils veulent, ou ils n'en font qu'à leur tête. Ah, donc les joueurs faisaient pas le maximum. Non, c'est pas ça, mais c'est pour dire que toute la faute n'est pas que sur le coach. Et les joueurs aussi sont responsables. Voilà. Et des fois, il y a des coachs qui viennent, qui n'ont pas grand-chose à dire, mais il y a des joueurs intelligents qui savent jouer au ballon. Ça gagne. Donc, c'est à nous aussi de savoir lire le jeu, de comprendre le jeu et de savoir quoi faire à quel moment, des fois. Voilà. Donc, c'est difficile à dire parce que si on avait, je dirais, la solution, mais c'était réglé tout de suite. Hein, et hop, on gagne. Mais pour vous, ça vous posait question. Voilà. Vous n'aviez pas la réponse. Quoi. Forcément. Vous disiez pas, il faut changer ça et ça va être facile, quoi. C'est angoissant quand même de vivre une saison. Non, mais il faut essayer. Il faut essayer en essayant et voilà. Après, des fois, ça peut pas prendre d'un coup, quoi. Ouais, c'est ça. Et à l'époque, il y avait une vraie pression au Parc des Princes. Le public était bouillantissime. Il y avait les 2 virages. Est-ce que ça impactait votre façon de vivre votre football? Est-ce que ça vous mettait une pression? Je pense que oui. Il y a une certaine pression quand même qui s'installe. Et oui, c'est pas la même chose que si tu joues à Monaco, par exemple. Ah bah non, c'est sûr. Voilà. Donc, tu sais que là... Monaco, c'est un peu l'exemple extrême en même temps. T'es parti chercher le pire. À Sochaux. Ouais. À l'époque, c'était en Ligue 1. Hein. Voilà, donc j'ai joué. Ouais, bien sûr. Donc, non, voilà. Quand tu sais qu'en sortant du match, on t'attend au tournant et que ta voiture elle peut être saccagée, c'est un peu... Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter les arrivées de Sakho et de Chantôme dans le groupe? À ce moment-là, toi, tu es déjà installé dans le groupe depuis du coup plusieurs années. Ça fait 1 an que tu as joué tes premiers matchs pro. Tu joues de plus en plus. Sur ta 2e saison en pro, tu vas beaucoup jouer. Quand ils arrivent, tu les connais déjà, toi? Oui. Tu as vécu avec eux, en fait? Ah oui, on les connaît déjà, on se connaît déjà. On se connaît déjà depuis... Après, moi, je sais pas si je peux dire, hein, mais quand j'ai signé pro, je finissais l'entraînement, mais j'étais toujours du côté du centre de formation.
Ah ouais. Ah ouais, T'allais voir toujours. Tout le temps. J'allais voir le kiné, les joueurs, j'étais là-bas, allez, ça va, ouais, toujours proche. Ouais, toujours. Du coup, je connais les générations en bas jusqu'en 90 même. Voilà. C'était un truc où, pour moi, c'était chez moi, les habitudes. Donc, et ça m'arrivait, vu que ça m'arrivait aussi parfois de redescendre avec la réserve. Bon, donc forcément, je les voyais, quoi. Ouais, je les connais tous. Aujourd'hui, tu dirais que c'est encore chez toi le PSG? Parce que tu fais donc partie des joueurs qui ont été invités à toucher la Ligue des Champions sur la pelouse du Parc. Ouais. Ça veut dire que tu es encore proche du club? Ah oui, très proche même. Pourquoi très proche? Raconte-nous. Ils ont créé Le club des légendes. Le club des légendes. T'as ta carte? Effectivement. Yes. Du coup, ça y est. Et voilà. Mais ça, c'est trop bien. Voilà. Mais quand ils t'ont invité à venir voir la Ligue des Champions au Parc et tout, tu devais être trop content. Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, j'avais peur de ne pas avoir le temps. Pourquoi? Parce que j'étais pas encore... j'étais pas en France à ce moment-là. Ah, t'avais peur de ne pas être rentré à temps. Voilà. Ok. Et finalement, j'ai pu rentrer. Et puis voilà. Alors, on va en parler maintenant. T'as fait tout le reste de ta carrière, presque, à part la Real Sociedad, 1 an qui s'est pas très bien passé, en Italie. Donc, du coup, t'as des mots qui te viennent en italien. Ouais. Forcément, tu dois être bilingue, je pense. Mais non, ça va, je parle assez bien. Quand même, si je dois j'imagine. m'améliorer, mais ça va. Alors là, on joue l'Atalanta Bergame ce mercredi. Déjà, quand tu vois le tirage et que tu vois que ces deux clubs vont s'affronter, qu'est-ce que ça te provoque comme réaction? Non, je dirais que je suis content et fier parce que je me dis, voilà, j'ai joué dans les deux clubs. Je connais bien, vu que c'était plus récent l'Atalanta, que je connais bien, le président. Comment dire, là, ça a changé le staff, mais quand il y avait Gasperini, je connaissais aussi la majeure partie du staff. Même médical qui est resté un peu, il y a des kinés que je connais. Et comment on appelle ça, même les joueurs. Voilà, les joueurs, comme je disais, l'année dernière, déjà, cette nouvelle saison, là, il y a eu beaucoup de changements. Et du coup, il y a beaucoup de joueurs avec qui j'ai joué qui ne sont plus trop là, mais il y en a encore. Et non, c'est une fierté. Parce que je me souviens qu'après mes saisons au Chievo, j'avais le choix. À Vérone. Ouais, au Chievo Vérone. Ouais. J'avais le choix et je sais que j'avais décidé de signer à l'Atalanta, mais c'était pas par hasard. Je n'avais pas signé comme ça. Parce quand on est en Italie, on apprend justement la culture, on apprend à connaître les clubs, on apprend à connaître forcément les équipes. Et je savais que l'Atalanta, c'était un club économiquement... Et à tous les autres niveaux, très solide. Donc, ça ne m'étonne pas. C'est pas les mêmes tifosi non plus. Parce que tout à l'heure, les garçons nous disaient que les tifosi de Vérone, c'est les pires d'Italie, dans le sens extrême droite. L'Hellas Verona. Ah, c'est pas le Chievo Vérone. Chievo. Ah, tu fais bien de le préciser. Ouais. Parce que moi, je pensais que c'était le Chievo Vérone. Chievo, d'accord. C'est comme si on allait à Sochaux. Ok. Voilà. Oui, c'est... Je vais pas dire la campagne, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais c'est ça, voilà. Ouais, voilà. Chievo, c'est pas une grande ville, quoi. Parce que c'est Chievo, Vérone, mais c'est le quartier de Chievo. Mais après, non, c'est l'Hellas. Ok. Ça rentrait en ligne de compte quand tu signais dans un club? Tu te posais un peu des questions sur les supporters, les tribunes, si on te disait, par exemple, dans tel club, les supporters sont super racistes, par exemple, est-ce que ça pouvait te retenir d'y signer? Non. Pas du tout? T'as jamais réfléchi comme ça? Franchement, là-bas, non, parce que où que tu ailles, il y a des racistes. Donc... Oui, ça, pour le coup, c'est vrai. Voilà, donc, ça, c'est une réalité. Tu peux aller où tu veux. C'est pas marrant, mais c'est vrai. Supporters, peut-être un peu plus, mais là-bas, les supporters aussi, ils sont... Ils sont stupides. En France aussi. Bien sûr. Ça, c'est vrai. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Gasperini? Parce qu'on en a beaucoup parlé dans la première partie du podcast. On sait qu'il est parti cet été, mais il a laissé un héritage. Toi qui l'as côtoyé pendant 2 saisons, parce que tu es arrivé en 2014 à l'Atalanta Bergame, tu es reparti en 2018, et lui, il arrive en 2016. Donc, tu fais ces 2 premières saisons. Quel souvenir tu gardes de lui? Très bon coach. Franchement, tacticien exemplaire. Des fois, il nous disait de faire certaines choses qu'on travaillait à l'entraînement. On ne comprenait pas pourquoi.
Et ouais, il est trop fort. Franchement, ouais. Il avait des trucs que vous il aviez avait déjà vu, parce qu'il avait déjà vu plusieurs vidéos de l'équipe adverse. Il savait déjà comment il joue, mais vraiment au détail près. Alors, quand il te disait de faire comme ça, il savait de quoi il parlait, en fait. Et oui, très ça fort. fait la différence quand on est joueur, ça, non? Quand tu vois que le coach a bossé, qui connaît l'adversaire. Oh là là. Très franchement, jusqu'à un certain moment, je me disais, c'est un coach. Mais en fait, c'est pas vrai. Ça compte. Ça compte énormément, un coach. Et ouais, voilà. Au niveau du coaching, rien à dire. Après, l'humain, c'est autre chose. Mais dans le foot, on regarde que les résultats. Donc, voilà. Est-ce que c'est facile d'avoir des bons résultats quand humainement on n'est pas au top? Ça joue quand même, non, sur l'ambiance du groupe? Pas forcément là avec lui, en tout cas. Là, non. Ouais. Voilà. En tout cas, toi, tu as eu plus de mal au niveau humain, quoi. Je suis pas le seul. Et voilà, on peut regarder. Même Lookman, quand il a raté son penalty, il en a parlé. Par la suite, il a dit, après que Gasperini ait parlé, enfin, il dit ce qu'il a dit, dit ce qu'il a dit, que c'est pas facile tous les jours, mais je suis là pour travailler. Donc tout est clair, en fait, dedans. Mais moi, ça m'étonne pas, je le savais. Parce que tout le monde voit les résultats. Et en général, on dit souvent que la bonne ambiance, quand ça se passe bien dans le vestiaire, ça se ressent sur le terrain, il y a les résultats. C'est pas vrai tout le temps. C'est pas vrai tout le temps. Et je sais que avec lui, c'était compliqué, c'était dur, mais en tout cas humainement, mais après sur le terrain, dans la pression qu'il prend je sais pas moi, un caissier, il le fait devenir Ronaldo. Il prend un joueur, il met n'importe qui, ça marche. C'est ça qui est fou avec lui. Il réussit Mais comment t'expliques ça? créer... Par la pression qu'il met ou par comment il fait pour que le joueur se sente en confiance? Ah oui, en tout cas, la pression, tu vas l'avoir avec lui. Hein. Ouais, c'est ça. Ça, c'est clair. Il fonctionne pas à la confiance, genre je te mets en valeur, je te fais des compliments pour que tu aies confiance en toi et que tu t'épanouisses. C'est pas du tout ça son mode de fonctionnement. Ça, j'ai pas connu ça chez lui. Hein. J'ai pas connu ça. Hein. En tout cas, ce qui te fait comprendre, c'est qu'il faut bosser. Ça, il a raison. Plus tu bosses dur à l'entraînement, mieux tu te sentiras en match. Ça, il a raison, et je l'ai vu, parce qu'à l'entraînement, des fois, on se disait, mais il est malade, on va jamais réussir. Putain, on volait en match. Et c'est vrai. Et après, oui, il est pas fou non plus, mais comment dire, les joueurs importants, les joueurs clés, tu peux pas aller combattre avec eux. Donc, il faut quand même un peu les mettre dans ta poche et pourquoi pas rigoler un peu avec eux des fois. Donc, assez malin, bon, il sait ce qu'il veut. Après, il a raison. Hein. Il n'a pas les résultats, on le vire. Hein. Il n'est pas là pour faire amitié. Et voilà. Ouais. Là, tu avais mûri. Là. Tu n'étais plus le Titi qui arrivait, qui se disait, qui avait les yeux naïfs sur le foot. Ah non, j'avais déjà pris des claques avant. Voilà. Des patates même. Ah, ouais. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ouais, j'avais déjà pris des patates avant. J'ai dit, oh. C'est clair que quand tu sors du centre, tu comprends. Voilà, en tout cas, on ne te prépare pas forcément au monde pro. Aujourd'hui, tu es coach adjoint au FC 93. Ouais. C'est un club qui évolue en N2, qui était à 2 doigts d'être en national cette saison, mais ce n'est pas le cas. Ouais. Est-ce que tu tiens compte de ça avec les joueurs que tu as en face de toi, qui sont des joueurs qui ont pu passer dans des centres de formation, il y en a beaucoup, qui ont sans doute rêvé de jouer à des niveaux supérieurs que la N2, qui ont parfois... Il y a Younous Sankaré, par exemple, dans ton effectif, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu tiens compte du fait qu'ils ont pris des patates, comme toi, tu as pu en prendre? Oui. Comme tu l'as si bien dit, la plupart ont fait centre de formation, n'ont pas réussi. Et t'en as qui ont signé pro. Il y en a qui ont déjà joué des matchs de Ligue 2, voire Ligue 1, mais la plupart c'est Ligue 2, voire National. Il y en a qui ont fait des carrières où ils ont joué plusieurs années en National. Donc du coup, on n'est pas loin. Ils ont fait de la Ligue 2, hop, ils se sont retrouvés là où ils sont. Et oui, eux, c'est sûr qu'ils en ont pris. Voilà. Après, bon, il y a des cas particuliers de joueurs qui, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, tu comprends pourquoi il est là, il comprend rien, alors qu'il a tout. Ah ouais. Mais il est là, oui, j'en ai. Il comprend rien. Le jour où il comprendra, peut-être qu'il ira, mais ça sera peut-être trop tard aussi, donc il ira pas. Mais quand tu parles de comprendre, tu veux dire comprendre
Pourquoi il fait tout le temps les mêmes erreurs? Ce qui devrait changer l'exigence du haut niveau. Ah, d'accord. La mentalité. C'est-à-dire ne pas arriver en retard. Bien manger, bien dormir. Exactement. On connaît le... C'est ça. Faire le travail préventif. Tous ces détails-là où il n'est pas dedans. Faire des sacrifices, et quand il faut tirer la langue, toujours une excuse. Ah, j'ai mal un peu là, donc c'est les autres qui vont tirer la langue, mais lui, et hop, il passe à travers. Mais après, c'est vrai qu'il fait des gros matchs, mais quand tu arrives au niveau pro, ça passe plus. Ça. Sur son information, ils veulent rien savoir. T'es pas sérieux, tu viens pas à l'heure et tu trouves une excuse de merde, et hop. Est-ce que, vu l'histoire que tu as eue avec le centre de formation du Paris Saint-Germain, vu la carrière que tu as eue, qui est une belle carrière, vu que tu travailles maintenant dans le 93 à Bobigny, est-ce qu'un jour, tu t'imaginerais revenir dans le staff du centre de formation du PSG, par exemple? Why not? Why not? Why not? Non, Dis pas non au PSG. Je sais pas. Il y a une grosse majorité de gens encore qui sont là-bas que je connais. Bien sûr. Donc, j'ai toujours des contacts avec... Bafodé qui est devenu... Il a quitté. J'ai regardé les gens qu'on avait en commun, tu sais, sur Instagram pour voir un peu les joueurs avec qui tu avais gardé des contacts et tout. Et par exemple, je me suis dit, ah bah tiens... Bafodé. Ah ouais. Qui lui, voilà, ça fait des années qu'il est là-bas, des années, qu'il coach des années où... Voilà. Il y a aussi mon ancien surveillant. Bon, lui, il avait essayé d'être pro aussi, il est passé aux formations, il n'a pas réussi. Jérôme Audrin, qui est adjoint avec la réserve. Après, il y a Nicolas Cousin, qui a commencé avec toi, du coup, dans l'équipe pro. Exactement. Qui était avec Zoumana Camara et qui est avec les pros maintenant. Il y a qui Et dans les anciens joueurs, ceux qui étaient avec toi en pro, t'as gardé des contacts avec qui? Oh, beaucoup. Est-ce que t'as des amis parmi eux? Fabrice Pancrate. Mais tu ne peux pas ne pas être ami avec Fabrice Pancrate parce qu'il est trop drôle. Déjà, c'est irrésistible. Non, mais quand je suis arrivé, on avait toujours les larmes aux yeux. Mais peu importe ce qui se passait. Mais c'était que de la rigolade. Mais que ça. Même quand c'est un peu... Ça rigole. Alors, quand j'ai signé à Sochaux, la première année, il se fait prêter par Paris. Du coup, la fameuse... T'es là pendant le match Sochaux-PSG, le match du doublé d'Amara Diané. Oui. Est-ce que tu fais... Parce que Fabrice, il a quand même avoué avec les années qu'en deuxième mi-temps, il avait un petit peu levé le pied du côté de Sochaux, parce qu'il était prêté aussi. Donc, je recontextualise. Moi, j'ai pas joué. Ah, t'as pas joué, donc ça va. T'as pas eu besoin. Je voyais venir la question. J'ai pas joué, au moins c'était... Non, mais bon, voilà. Non, mais parce que Fabrice, il te raconte que pendant le match, donc lui, il est du côté de Sochaux. Ouais. Si le PSG, si le PSG perd, il descend en Ligue 2. Et Fabrice, la saison d'après, revient en PSG. Donc en gros, en plein milieu du match, il a Paoletta, qui est le mec le plus calme du monde, qui commence à l'insulter en espagnol et lui dit « Hijo de puta, mais qu'est-ce que tu fais? Tu reviens la saison prochaine, arrête d'essayer de nous mettre des buts et tout. » Et donc, il lève le pied au bout d'un moment, quoi. Je me souviens que, avant le match, quand on va regarder le terrain, Jérôme, Roten, Bernard Mendy, tous, Bouka, levez le pied. Je dis, moi, je joue pas. Ça sert à rien de m'énerver, de me dire, Bouka, non, arrête, là, c'est compliqué. Oui, c'est chaud, mais vous allez jouer. Moi, j'ai rien à dire. Comme ça, on va pas me coller à un truc où... c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est très compliqué, voilà. ouais. C'est clair que moi, au fond de moi... Paris, nous n'avons rien à jouer. Paris, Paris reste en Ligue 1, il n'y a pas photo. Moi, au moins, ça m'a arrangé, au moins, on n'avait rien à me dire et j'étais tranquille. Donc, après, Amara, il a fait ce qu'il fallait. Ouh là là. Ouh là là. Ça, c'est... Heureusement de la pointe comme ça, là. Ouais. Oh là là. Ah ouais. Non, et voilà, après, c'est bien, je suis content en finale. Il y aurait encore des milliards de trucs à raconter, franchement des milliards, parce que j'ai 50 milliards de questions que j'ai pas posées parce qu'on n'a pas le temps d'aller plus loin. Mais on finit juste avec une question. Ton plus beau souvenir avec le PSG, ce serait quoi? Avec qui? Quand? T'en as beaucoup parce que tu y as passé beaucoup d'années. Hein. Ouais, au final, c'est le club où j'ai passé le plus d'années. Quand on compte le centre de formation. Ouais, le centre de formation. C'est difficile à dire. Après, je dirais, je vais retenir... mon premier match contre Strasbourg, parce que c'est officiel, je dirais. Un match officiel, parce que quand on est au centre, c'est ce qu'on attend. C'est la première chose. C'est au parc ou c'est à Strasbourg? C'est au parc. C'est ce qu'on attend, en plus au parc. Voilà. Donc,
c'est jouer en pro, c'est jouer son premier match et après, faut confirmer par la suite. Mais c'est clair que c'est le début de tout ce qui est arrivé derrière. Et maintenant, on est champion d'Europe. Ouais. On a attendu, mais c'est fait. Exactement. Et avec des titis en plus. Ouais, on fait ça. Le but de Seny Mayoulou. Non, mais c'est fort parce que tout le monde. Moi, je le vois autrement, mais tout le monde, avant qu'on gagne cette Ligue des Champions, tout le monde critiquait le PSG, que c'est pas un grand club, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Faut pas oublier que le PSG est jeune. Et il a été créé en 1970, il n'a pas été créé en 1890 ou 1901 comme certains clubs. Il a 50 ans. Inès, on est plus d'un siècle. Donc c'est ce que j'essaie d'expliquer des fois et voilà, les gens veulent rien savoir. Un club comme Arsenal, est-ce qu'il a gagné avec des champions? C'est un grand club. Ouais. Ça fait combien d'années? Et on dit rien? Ouais. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mic drop. Merci Boukari Dramé, c'était trop cool de parler avec toi. Franchement, j'espère que tu reviendras nous voir. Je sais pas, pour débattre avec nous, pour commenter des matchs, je sais pas, mais que tu reviendras parce que tu parles hyper bien en plus. Et t'as le soleil, le sourire, le je sourire. Rigole beaucoup, je suis comme ça j'adore. Depuis tout jeune. Mais franchement, j'aimerais être une petite souris et entendre une conversation entre toi et Fabrice Pancrate. Oh là c'est là. ça que je voudrais, avec Samy Traoré dans un coin. On fait que de rigoler. Mais je sais, tu peux pas ne pas rigoler, c'est impossible. Donc merci beaucoup Boukari, vraiment c'était un plaisir. Merci à vous. Merci et on souhaite une belle saison au FC 93. Voilà, et j'espère que les choses vont bien se passer et qui sait, peut-être l'année prochaine en national. On croise les doigts. Ouais. Et je reviendrai à Paris, vous inquiétez pas. De Bobigny à Paris, c'est pas loin. Ligne 5. Ligne 5 direct. Pas de souci. Merci Boukari Dramé. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Guillaume Haro. Allez, bam.